RH. Voilà pour la présentation succincte. Franck le disait tout à l'heure, ça n'a échappé à personne. On est en train de traverser une crise sanitaire sans précédent qui a et qui aura des conséquences économiques et des conséquences sur le plan social. Et en réaction, ça ne vous a pas échappé également, on est confronté à une avalanche de textes juridiques, à une adaptation quasi quotidienne de notre arsenal juridique, notamment et principalement même, je dirais, en droit du travail, ce qui nous oblige à être extrêmement agile, à s'adapter au jour le jour. C'est dans cet état d'esprit qu'on a voulu concevoir avec Franck et la CPME Normandie, que je remercie, ce webinaire pour tenter de décrypter avec vous les impacts RH de cette crise et puis les principales mesures qui ont été prises en droit du travail. On a reçu un certain nombre de questions, on les a regroupées, comme le disait Franck tout à l'heure, en grandes thématiques. Et ce que je vous propose, c'est qu'on entre dans le vif du sujet dès à présent. Si j'arrive à faire défiler. Donc, première thématique qui va nous occuper plusieurs minutes, c'est l'activité partielle. Alors, l'activité partielle, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau nom du chômage partiel. On a une entreprise sur deux qui, à l'heure actuelle, a recours à ce dispositif-là, compte tenu de la restriction des déplacements, compte tenu des impacts sur l'activité économique de la crise sanitaire, et puis plus globalement d'un ralentissement global de l'activité. Donc, c'est un mécanisme qui est fortement sollicité par les entreprises à l'heure actuelle, qui a été très fortement adapté au cours des dernières semaines. Il a été largement révisé, il continue à être révisé et il est, je dirais, quotidiennement en évolution. Donc, il faut vraiment avoir un œil sur l'actualité parce que ça bouge tous les jours, voire toutes les heures. Le ministère, en réaction, a mis un certain nombre d'outils à disposition des entreprises et des salariés sur son site Internet, notamment un question-réponse que vous avez peut-être eu entre les mains, qui est mis à jour, lui encore, quasiment quotidiennement. J'attire néanmoins votre attention sur le fait que ce question-réponse, il est dépourvu de portée normative, c'est-à-dire que en cas de contentieux, en cas de divergence d'interprétation sur ce qu'il fallait faire dans le cadre du chômage partiel, la référence du juge, ça ne sera en aucun cas le question-réponse du ministère du Travail, ce ne seront que les textes, d'où la nécessité d'en revenir exclusivement aux textes en la matière. Je vous ai mis quelques slides de présentation des principales nouveautés. Je vais aller très très vite là-dessus. Je ne vais même pas traiter les 3-4 premières slides, si ce n'est celles qui s'affichent à l'heure actuelle, là, pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui vous préoccupe principalement, en tout cas ce qu'on a cru comprendre être vos attentes et vos préoccupations au regard de vos questions. Juste un petit schéma pour vous rappeler qui est éligible à l'activité partielle, quels sont les cas de recours autorisés, avec 3 grandes familles, les entreprises qui ont fait l'objet et qui sont toujours sous le coup d'un arrêté de fermeture, donc c'est notamment tous les commerces, la restauration, les bars, les cafés, les restaurants, qui peuvent légitimement, bien évidemment, recourir à l'activité partielle. L'activité partielle, ce n'est pas uniquement conçu pour ça, c'était d'ailleurs à l'origine conçu pour les entreprises qui faisaient face à une réduction ou à une suspension de leur activité. Donc, c'est ce que vous retrouvez à droite dans le petit schéma. Si je suis confronté à une baisse de mon activité, voire à une suspension totale, bien évidemment, je suis éligible à l'activité partielle. Et puis, très rapidement, après le 16-17 mars, un certain nombre d'entreprises n'étaient pas confrontées en tant que telles à une réduction de leur activité, mais avaient une difficulté pour mettre en place les mesures de prévention et les gestes barrières. Je pense notamment au secteur du BTP, et le dispositif a été adapté pour que les entreprises qui ne sont pas confrontées en tant que telles à une baisse de leur activité, mais qui néanmoins étaient à ce jour dans l'impossibilité de mettre en place les mesures barrières, puissent accéder à ce dispositif. Donc vraiment 3 grandes familles. Ça ne vous aura pas échappé, on nous parle d'un déconfinement progressif, je crois que le terme le plus important c'est progressif au-delà du déconfinement,
À compter du 11 mai prochain, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient sous le coup de l'arrêté de fermeture qui vont pouvoir reprendre leur activité. Alors, on met de côté les bars et les restaurants qui vont rester fermés pendant encore un moment. Ces entreprises-là, pour la plupart d'entre elles, ont fait une demande de chômage partiel qui a été acceptée sans difficulté, mais peut-être que dans la motivation, ce que vous aviez visé, si vous êtes concerné, c'est uniquement l'arrêté de fermeture. Or, à compter du 11 mai prochain, l'arrêté de fermeture va tomber. Pour autant, ces commerces vont peut-être avoir besoin de continuer à recourir à l'activité partielle parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un ralentissement global de la consommation. Et en fonction de la rédaction de votre demande d'autorisation de recours à l'activité partielle faite il y a plusieurs semaines, il faudra peut-être créer un avenant pour que vous puissiez rentrer à nouveau dans les clous du dispositif. Voilà, juste un point d'attention par rapport à ça. Je passe sur les nouveautés des dernières semaines que j'imagine vous avez intégrées parce que très vraisemblablement vous les avez mises en place. Et on va en venir aux questions qui restent en suspens et à ce qui vous préoccupe et quotidiennement dans la mise en œuvre. S'agissant des incidences financières de cette activité partielle, l'obligation de l'entreprise, c'est de maintenir au salarié 70% de sa rémunération brute. On nous annonce au ministère que ça fait à peu près 84% du net. Alors pourquoi est-ce qu'on a une différence si peu importante entre le brut et le net? Parce qu'on bénéficie d'un régime social de faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les indemnités d'activité partielle qui sont versées par l'entreprise aux salariés ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale habituelles comme du salaire, parce que ce n'est pas un revenu d'activité, c'est un simple revenu de remplacement. Donc, on a un régime social qui est allégé en la matière. L'employeur doit donc, c'est son obligation en application du Code du travail, verser au minimum 70% de la rémunération brute, voire 100% pour les salariés qui sont au SMIC. Et pour les salariés qui sont au-delà du SMIC, l'employeur peut être amené également, l'entreprise, à verser ce qu'on appelle des indemnités complémentaires. C'est-à-dire, je vais au-delà des 70% qui sont prévus par la loi. Je peux être dans cette hypothèse dans deux situations. Soit j'ai fait le choix pour limiter l'impact financier de l'activité partielle pour mes salariés, j'ai donc fait le choix de maintenir plus de 70% de la rémunération brute pour les salariés qui sont au-delà du SMIC. C'est tout à fait possible si l'entreprise le veut, mais j'aurais tendance à dire plus exactement si elle le peut, elle peut verser ces indemnités complémentaires pour limiter l'impact financier, encore une fois, du chômage partiel pour ses salariés. Première sous-hypothèse. Deuxième sous-hypothèse, en fonction de la convention collective que vous appliquez, vous pouvez être également tenu de verser plus que 70% de la rémunération brute. On a un certain nombre de conventions collectives, je pense notamment à l'automobile, à la métallurgie, au bureau d'études techniques, qui impose à l'employeur, donc là il n'y a pas le choix, impose à l'employeur de verser plus de 70% de la rémunération brute. Si vous êtes dans cette deuxième sous-hypothèse, vous êtes tenu d'appliquer votre convention collective, bien évidemment, sur ce point, sauf à l'écarter, sauf à vous en extraire, et ça c'est tout à fait possible, si vous parvenez à conclure un accord d'entreprise qui va avoir pour effet d'écarter votre convention collective et de retomber sur le régime légal des 70%. Donc, rien n'est acquis, je dirais, en la matière. Si vous êtes dans ce cas de figure et que pour des questions de trésorerie, vous ne pouvez pas maintenir plus de 70% de la rémunération brute en application de la convention collective, sachez que vous avez la possibilité de vous en extraire. En tout état de cause, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez et que vous versiez des indemnités complémentaires si vous en avez fait le choix, soit obligatoirement, soit spontanément, se pose la question, en tout cas c'est ce qui nous est remonté à l'occasion de ce webinaire, du traitement de ces indemnités complémentaires. Autrement dit, si je décide de maintenir 100% de la rémunération de mon salarié pour que les salariés soient le moins impactés possible en tout cas, par le chômage partiel, les 30% en question, comment est-ce que je les traite en paye?
Alors, on va les traiter exactement de la même manière que les 70%, c'est-à-dire que les indemnités légales, à savoir que je n'ai pas de cotisation de sécurité sociale, je vais uniquement soumettre à CSG, CRDS au taux de 6,7% ces indemnités complémentaires, après avoir appliqué un abattement d'1,75. C'est-à-dire que sur la somme, si ça représente, je vous dis n'importe quoi, 300 €, vous allez pratiquer un abattement de 1,75 et ensuite vous allez soumettre à CSG, CRDS. Ça, c'est tout à fait possible. Ce régime social de faveur, il a été adopté pour inciter les entreprises à verser plus que le minimum des 70%, étant précisé que l'État ne vous rembourse que 70%. J'aurais dû vous le préciser peut-être en introduction. L'État ne rembourse que 70%, et si vous allez au-delà, ça reste à la charge de l'entreprise. Si vous voulez bénéficier de ce régime social de faveur, attention, il faut que vous justifiez soit d'un accord collectif, donc soit en application de la convention collective, soit vous faites un accord d'entreprise maison, en interne chez vous, soit vous adoptez ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur, c'est-à-dire un document qui va être établi de manière unilatérale par le dirigeant et qui va être transmise aux salariés. C'était le régime applicable jusqu'à il y a quelques jours, puis est arrivée une ordonnance le 22 avril dernier qui est venue compléter le dispositif, en tout cas qui est venue plutôt mettre un coup de canif, je dirais, dans ce régime social de faveur, puisqu'on vient nous expliquer désormais que dans certains cas, lorsqu'on fait le choix de verser plus de 70% de la rémunération brute, on peut néanmoins être soumis à cotisation de sécurité sociale, notamment lorsque le versement des indemnités légales plus des indemnités complémentaires nous fait dépasser 70% de 4 fois et demi le SMIC. Donc, ça représente en net 25,29 €. Donc, si la somme des indemnités légales et des indemnités complémentaires vous fait dépasser ces 25 € et quelques en net, attention, vous allez, pour la fraction excédentaire, être soumis à cotisation de sécurité sociale. Là encore, c'est tout à fait nouveau, ça date d'il y a 2 jours, et peut-être qu'il va falloir reparamétrer vos logiciels de paye, voire même regarder sur l'historique, parce qu'il y aura peut-être des régularisations à faire. Je passe sur ce point-là. La question qui nous était posée était concernant le complément d'activité partielle possible de verser par l'employeur. Alors, je me vois, je n'ai pas la totalité de la question. Il faut un accord collectif ou une DUE, je vous l'ai dit. Est-ce que cette DUE doit être déposée? La réponse est non. En revanche, si vous passez par la voie d'un accord collectif, il faut suivre les formalités de dépôt et de publicité habituelles, c'est-à-dire qu'il faut le transmettre à la directe, au secrétariat greffe du Conseil de prud'homme, l'afficher et le transmettre aux salariés. Est-ce que le complément d'activité partielle bénéficie du régime social de faveur? Je vous ai donné la réponse tout de suite avec cette nouveauté qui date d'il y a 2 jours. Autre question, est-ce que ce complément peut ne concerner qu'une partie des salariés, par exemple les non-cadres et pas les cadres? Oui, ça me semble possible d'insérer un distinguo en fonction des salariés, alors soit en fonction de la catégorie professionnelle, cadre non-cadre, soit en fonction de niveau de rémunération, considérant que les plus bas salaires vont être davantage impactés. C'est possible, mais attention au respect du principe qu'on appelle d'égalité de traitement entre les salariés. Pourquoi est-ce que je vais faire ce choix-là de verser des indemnités complémentaires à certains salariés et pas à d'autres? Ça peut engendrer des discussions et une insécurité ou un risque, en tout cas juridique pour l'entreprise. Si vous voulez éviter ce risque, à mon sens, il faut privilégier la voie de l'accord d'entreprise plutôt que la DUE. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez le choix entre l'accord d'entreprise ou la DUE, c'est vrai. Néanmoins, si vous insérez un distinguo, mieux vaut aller sur l'accord d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'au regard de la jurisprudence, quand je suis sur la voie d'un accord d'entreprise, je bénéficie en quelque sorte de l'onction du suffrage universel, puisque cet accord d'entreprise, je vais le conclure soit avec mon délégué syndical ou mes délégués syndicaux, si j'en ai, soit avec les membres de mon CSE, voire je vais le faire ratifier par l'ensemble du personnel en fonction de l'effectif de votre entreprise. Et si je suis sur un accord d'entreprise,
il va être beaucoup plus difficile pour le salarié de se prévaloir d'une rupture d'égalité de traitement. Donc, ma préconisation, c'est plutôt d'aller sur la voie de l'accord d'entreprise si vous faites ce choix. Dernière question sur ce sous-thème, est-ce qu'on peut plafonner à 90% du salaire brut, par exemple? Oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller au-delà de 70%, jusqu'à 100%, mais vous pouvez fixer 90, 85, 80, je ne sais quoi d'autre encore. Moi, j'ai des clients qui sont allés sur 75%, d'autres sur 100%, certains à 80 et quelques pourcents. Je dirais que la question essentiellement, c'est quelles sont les capacités financières de l'entreprise. Autre sujet qui fait débat et auquel vous avez peut-être été confronté, c'est l'articulation du dispositif d'activité partielle pour les salariés qui ont des heures supplémentaires, c'est-à-dire pour ceux qui sont contractualisés au-delà de 35 heures par semaine. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des salariés où il est expressément prévu dans leur contrat de travail qu'ils travaillent 39 heures par semaine. On a un débat depuis plusieurs semaines qui est toujours en cours d'ailleurs, et que je vous ai résumé brièvement avec les différents points qui s'affichent en principe sur votre écran. Le Code du travail, jusqu'alors, nous disait que les heures chômées, c'est-à-dire les heures que je n'effectue pas dans le cadre de l'activité partielle, sont indemnisées par l'employeur et remboursées par l'État dans la limite de la durée légale. La durée légale, vous le savez, c'est 35 heures. Donc, ça voulait dire que pour un salarié qui était contractualisé à 39 heures, en réalité, il n'allait pas subir une baisse de rémunération uniquement de l'ordre de 16% net, contrairement à ce que nous dit le ministère. Sa perte de rémunération va être beaucoup plus importante puisque je neutralise les 4 heures supplémentaires qui sont contractualisées. En tout cas, c'était les termes du débat jusqu'à il y a quelques jours. Parallèlement, l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle, parce qu'il faut bien distinguer deux éléments. C'est combien d'heures ont été chômées et combien d'heures j'indemnise, et comment est-ce que je vais indemniser, c'est le deuxième élément, ces heures chômées. Quelle est l'assiette de calcul? Autrement dit, quel est mon salaire de référence? Les textes en la matière nous disent qu'il faut que je m'appuie sur l'indemnité de congé payé base maintien de salaire. Or, cette indemnité de congé payé base maintien de salaire, pour les salariés qui sont contractualisés par exemple à 39 heures, elle comprend nécessairement la fraction de la rémunération qui correspond à des heures supplémentaires. Autrement dit, contrairement au premier texte que je vous ai cité qui nous dit « je n'indemnise que dans la limite de la durée légale », finalement, mes heures supplémentaires, j'allais les retrouver indirectement dans le taux horaire sur lequel j'allais appliquer les 70%. On en était là, donc il y avait une discordance, je dirais, entre les deux textes, mais ça ne posait pas plus de difficultés que ça. Jusqu'à ce que paraisse le fameux question-réponse que je vous citais tout à l'heure du ministère du Travail, mis à jour le 10 avril dernier, dans lequel l'administration est venue nous expliquer qu'il fallait que je retraite le taux horaire des salariés contractualisés à 39 heures et que j'exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle les heures supplémentaires, ce qui ne correspond absolument pas aux textes tels qu'ils existent aujourd'hui, ce qui a généré un certain nombre d'interrogations et je vous ai mis une levée de bouclier de la part des praticiens que nous sommes et de certains professionnels dans des secteurs d'activité, je pense notamment aux hôtels, cafés, restaurants. Je passe là-dessus. Le ministère a entendu raison, je dirais, et le 22 avril dernier, donc encore une fois très récemment, on a eu une nouvelle ordonnance qui est venue nous préciser qu'en réalité, les heures supplémentaires qui étaient prévues soit par le contrat de travail, soit par une convention collective, c'est le cas notamment dans les HCR, où on nous dit que la durée de référence, c'est 39 heures. Donc, dans ces deux hypothèses-là, il fallait que je prenne en compte les heures, la totalité des heures contractuelles pour déterminer le nombre d'heures chômées. Autrement dit, si je reprends mon exemple, j'ai un salarié qui est contractualisé à 39 heures. Avant le 22 avril, on me disait je n'indemnise que dans la limite de 35 heures. Depuis le 22 avril, on me dit j'indemnise jusqu'à 39 heures puisque c'est ce que prévoit le contrat de travail. C'est là qu'il faut s'accrocher puisque en réalité, le débat, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis plusieurs semaines, portait sur l'assiette de calcul de l'indemnité et le ministère, le 22 avril dernier, a fait un autre choix
puisque alors que jusqu'alors, on nous disait qu'on était limité à 35, maintenant, on nous dit qu'on peut monter à 39. Ça pose une difficulté très pratico-pratique, c'est que les entreprises qui ont des salariés contractualisés à 39 heures, quand elles ont fait leur demande d'autorisation de recours à l'activité partielle, pour déterminer le volume d'heures globales à solliciter, elles se sont limitées à 35 heures, puisque c'est ce que nous disait le texte. Or, on vient nous dire l'inverse maintenant, et il est fort probable que du coup, le compteur d'heures chômées autorisées que vous avez obtenu de la part de l'administration, vous allez le consommer beaucoup plus rapidement, puisque maintenant, vous allez indemniser jusqu'à 39 heures et non plus dans la limite de 35 heures, comme c'était la règle jusqu'alors. Si vous êtes dans cette configuration, il y a néanmoins, à mon sens, une possibilité d'agir qui consiste à créer un avenant à votre demande d'autorisation. Pour ceux d'entre vous qui l'ont fait eux-mêmes, on passe par une plateforme qui s'appelle l'ASP, donc c'est en ligne qu'on va demander à être autorisé à recourir à l'activité partielle. Vous renseignez la période sollicitée, pendant combien de temps vous en avez besoin, pour combien de salariés et pour combien de salariés au total. Donc, si vous aviez 100 salariés, vous aviez fait 100 salariés fois 35 heures fois le nombre de semaines demandées. Or, maintenant, vous allez avoir besoin de 100 fois 39 fois le nombre de semaines. Vous avez la possibilité de réviser votre demande. Il y a un onglet spécifique qui existe sur la plateforme. Et encore une fois, si vous êtes dans ce schéma, il est possible encore d'agir dès maintenant. Le débat n'est pas pour autant terminé, puisqu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes. Je vous le disais tout à l'heure, le régime de l'activité partielle évolue constamment. On ne sait pas quand est-ce que cette nouvelle disposition sur les heures supplémentaires va entrer en vigueur. La loi, l'ordonnance plus exactement, d'il y a 2 jours, ne nous dit rien. Il semblerait que ne soient concernées que les heures supplémentaires qui sont bien contractualisées, c'est-à-dire celles qui ont fait l'objet d'une formalisation dans le contrat de travail. Donc, attention aux raccourcis, il faut vraiment examiner la situation au cas par cas. Et on a une difficulté, c'est que maintenant, on nous dit qu'on indemnise jusqu'à 39 heures quand je suis contractualisé à 39 heures. Et dans le même temps, l'assiette de calcul que je vous citais tout à l'heure, elle n'a pas été modifiée. Ce qui conduit, je n'ai pas le temps malheureusement de vous faire la démonstration ici avec des chiffres parce qu'on y passerait trop de temps, mais ce qui conduit à des aberrations et qui reviendrait, si on applique strictement les 2 dispositifs, indemniser jusqu'à 39 heures et prendre en compte les heures supplémentaires dans l'assiette de calcul, à ce que le salarié, si on maintient à 100%, perçoive plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, ce qui est évidemment pas logique et pas l'esprit du texte. Donc, il faut très vraisemblablement s'attendre. Je sais qu'on est le 24 avril et que les payes vont arriver prochainement, mais il faut vraisemblablement s'attendre à ce qu'on ait des nouvelles modifications en la matière. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette problématique des heures supplémentaires. Autre nouveauté très récente, alors elle est vraiment très très récente celle-ci puisque ça a été voté cette nuit par le Sénat et par l'Assemblée nationale, on va avoir un élargissement des cas de recours à l'activité partielle, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on va être autorisé à mobiliser du chômage partiel. Je vous rappelle le petit schéma de tout à l'heure. J'avais le droit de recourir à de l'activité partielle dans 3 situations. J'étais sous le coup d'un arrêté de fermeture, où j'avais une suspension ou une interruption de mon activité du fait des difficultés économiques qu'on connaît, ou j'avais une difficulté à appliquer les gestes barrières. Désormais, à compter du 1er mai prochain, je vais également pouvoir mobiliser de l'activité partielle pour les salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail dérogatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, depuis le début de la crise, on a également adapté le droit de l'arrêt de travail, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail, maladie professionnelle, qu'on connaissait jusqu'alors, on a créé des nouveaux arrêts de travail, notamment l'arrêt de travail pour la garde d'enfants, du fait de la fermeture des établissements scolaires. L'arrêt de travail pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui ont une pathologie telle que les exposer au risque du Covid-19 ne serait pas raisonnable parce que la plupart d'entre elles sont immunodéficientes. Voire même les personnes qui n'ont pas elles-mêmes un état de santé fragile,
mais qui, dans leur foyer familial, ont une personne qui est concernée. Et ces personnes-là, aller au travail, c'est prendre le risque de contracter le virus, de le ramener à la maison, que la personne avec laquelle on vit et qui a un état de santé dégradé soit en difficulté du fait de ce virus qui aura été contracté et transmis de l'un à l'autre. Donc, pour s'adapter à cette situation, qui est encore une fois une situation exceptionnelle, on a créé des arrêts de travail qui n'existaient pas jusqu'alors. Personne vulnérable, personne cohabitant avec une personne vulnérable, garde d'enfants. C'est posé un certain nombre de difficultés sur l'articulation entre ces différents arrêts de travail et l'activité partielle. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Pourquoi? Parce que ces 3 arrêts de travail dérogatoires vont disparaître. On commençait à peine à se familiariser avec eux, qui vont disparaître au 1er mai prochain, puisqu'au 1er mai prochain, les personnes qui sont sous le coup d'un arrêt de travail dérogatoire vont automatiquement, et c'est important, basculer sur de l'activité partielle. Ces arrêts de travail n'existeront plus. La CPM n'indemnisera plus ces arrêts de travail et les salariés seront indemnisés par l'employeur qui sera ensuite remboursé par l'État sur la base de l'activité partielle, donc c'est-à-dire à hauteur de 70% de la rémunération brute ou au-delà si vous décidez ou si vous êtes dans l'obligation d'aller au-delà. Je vous renvoie à ce que je vous disais précédemment. Donc, on va avoir un élargissement des cas de recours à l'activité partielle, ce que ne prévoyait pas la loi jusqu'alors. C'est désormais chose faite puisque cette nuit, le projet de loi rectificatif numéro 2 a été adopté. Ça veut dire concrètement que pour les entreprises qui jusqu'alors n'avaient pas mobilisé d'activité partielle, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas touchées par un ralentissement de l'activité. Je pense notamment aux établissements de santé, à la grande distribution, au transport routier de marchandises, n'ont pas eu besoin de chômage partiel jusqu'alors, mais qui, dans leurs effectifs, ont des salariés en garde d'enfants notamment. Ces entreprises-là, elles vont devoir faire les mêmes démarches que celles qui ont été faites par les entreprises qui ont mobilisé du chômage partiel il y a plusieurs semaines maintenant, à savoir créer un compte sur la plateforme dédiée, etc., avec tout le mécanisme qui accompagne la mise en chômage partiel, information, consultation du CSE si vous en avez un, puisque, encore une fois, il va y avoir un basculement automatique à la date du 1er mai prochain. Donc, il faut s'y préparer parce que le 1er mai prochain, c'est demain, et il y a un certain nombre de formalités pour les entreprises à effectuer en la matière. Sur cette thématique, on a eu les 2 questions suivantes. La première, si au 1er mai prochain, les arrêts pour garde d'enfants ou personnes vulnérables sont remplacés par de l'activité partielle, ce n'est pas si, ça va être le cas, c'est certain. Quid des CDD de remplacement qui sont conclus pour faire face à ces absents? Pourra-t-on toujours y recourir? Oui, a priori, pas de problème. Le cas, si je comprends bien, est le suivant. Vous avez le titulaire d'un poste qui est en arrêt pour garde d'enfants. Au 1er mai, il bascule en activité partielle. Et pour remplacer la personne qui était jusqu'alors en garde d'enfants, vous avez pris un CDD. Vous en aviez parfaitement la possibilité, bien évidemment. Au 1er mai prochain, le titulaire du poste qui était en arrêt garde d'enfants continuera à être absent. Donc, vous pouvez tout à fait poursuivre votre CDD. À mon sens, ça ne pose pas de difficulté. Attention néanmoins à vérifier comment a été rédigé votre CDD. Parce que si dans votre CDD, vous avez noté que Madame Dupont est recrutée pour remplacer Madame Durand, qui est absente dans le cadre d'un arrêt de travail pour garde d'enfants, à compter du 1er mai prochain, vous n'allez plus être tout à fait dans les clous. Donc, si vous avez été très précis dans le motif de recours dans votre CDD, vraisemblablement, en tout cas c'est ma préconisation, il vaudrait mieux faire un avenant au CDD, juste pour modifier la raison de l'absence du titulaire du poste pour éviter toute problématique ensuite. Autre question, pour la garde d'enfants qui stoppe au 1er mai, pouvons-nous mettre quelques salariés à 100% au chômage partiel pour cause d'arrêt garde d'enfants et ne pas avoir d'équité entre les salariés d'un service? Jusqu'alors, je vous aurais répondu qu'à mon sens, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que l'activité partielle, c'est une mesure collective. Alors, qui ne s'applique pas sur la globalité de l'entreprise ou de l'établissement, mais qui s'applique en globalité sur un service. C'est-à-dire que toutes les personnes du même service doivent être traitées de la même manière vis-à-vis de l'activité partielle.
En tout cas, c'était la règle jusqu'alors. Pourquoi? Pour éviter les discriminations, pour éviter les ruptures d'égalité de traitement, puisque si une personne qui est en activité partielle totale, elle va subir une baisse de rémunération, et si le collègue qui fait exactement la même chose, lui, continue à travailler, bah, il y a une inéquité en quelque sorte, puisque celui qui continue à travailler, lui, ne va pas perdre de rémunération. Néanmoins, dans la mesure où au 1er mai, la règle change pour les salariés qui étaient en arrêt de travail pour garde d'enfants, ça posait un problème, ça ne collait plus avec le caractère collectif de la mesure de chômage partiel. Du coup, cette question me permet de faire la transition sur une autre nouveauté qui, elle aussi, date du 22 avril dernier, sauf erreur de ma part, c'est-à-dire qu'il va y avoir une individualisation possible de l'activité partielle désormais. C'est déjà entré en vigueur puisque ça a été publié au journal officiel hier et donc c'est entré en vigueur ce matin. Je vous le disais tout de suite, jusqu'alors, le chômage partiel, c'était une mesure qui devait avoir un caractère collectif. Autrement dit, lorsque mon activité partielle prenait la forme d'une réduction de l'horaire collectif de travail, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler 35 heures par semaine, je n'avais plus besoin que de faire travailler mes salariés 15 heures, donc j'avais 20 heures chômées. Les 20 heures chômées, ou plus exactement les 15 heures qui continuaient à être travaillées, je devais répartir de manière uniforme via un système de roulement entre les salariés. Désormais, on a la possibilité d'appliquer l'activité partielle de manière individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées entre les salariés d'un même service, d'un même atelier ou d'un même établissement. Ça veut dire que je vais pouvoir faire du sur-mesure sur mon activité partielle. Je vais prendre un exemple simple. Si au sein d'un même service, un service comptabilité par exemple, j'ai deux personnes, ces deux personnes sont contractualisées à 35 heures, j'ai un volume global de 70 heures et sur les 70 heures, je n'avais plus besoin que de les faire travailler 30 heures. En principe, jusqu'alors, les 30 heures de travail, j'aurais dû les répartir équitablement, 15 heures pour la première personne, 15 heures pour l'autre personne. Mais si j'ai une des deux personnes qui a la nécessité de continuer à garder son enfant du fait de la fermeture des établissements scolaires, à compter du 1er mai, elle va basculer dans le régime d'activité partielle et je vais pouvoir faire travailler 30 heures la première personne et que la deuxième personne soit en totalité en chômage partiel parce qu'elle ne se trouve pas en fait dans la même situation du fait de la nécessité de garder son enfant. Quelquefois, au sein d'un même service, je vais avoir deux personnes, si je continue sur mon exemple, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes compétences non plus. Et je vais avoir davantage besoin de la première personne, la personne A, plus que la personne B, parce qu'elle sait faire un certain nombre de choses que ne sait pas faire le collègue de travail. Jusqu'alors, on était embêté avec ces notions-là du fait du caractère collectif de l'activité partielle. Désormais, avec l'individualisation possible, la répartition non uniforme possible, je vais pouvoir m'extraire de ces difficultés-là. Attention, j'ai la possibilité d'individualiser désormais, mais pas de manière autoritaire, si je puis dire. Pour ça, il va falloir que je conclue soit un accord d'entreprise, soit que j'adopte une décision unilatérale après information, consultation de mon CSE, si je suis doté d'un CSE. Si je fais le choix de ne pas conclure un accord d'entreprise et d'aller sur le terrain de la décision unilatérale, ce qui est plus simple, c'est beaucoup plus facile d'adopter une décision unilatérale que de conclure un accord d'entreprise, attention, il y a une subtilité, je vais devoir obtenir ce qu'on appelle dans notre jargon un avis conforme du CSE, c'est-à-dire que je vais devoir présenter le projet au CSE. Comme d'habitude, je vais demander au CSE d'émettre un avis, favorable, défavorable, ça ne change pas de ce que vous connaissez habituellement, mais pour pouvoir mettre en œuvre ma décision unilatérale, il faut que j'ai un avis conforme, c'est-à-dire qu'il faut que la majorité des membres du CSE s'expriment de manière favorable sur le projet. À défaut, si vous avez 10 membres dans votre CSE et que vous en avez 6 qui votent contre la décision unilatérale, vous ne pourrez pas
la mettre en œuvre. Alors que d'habitude, quel que soit l'avis qui est émis par le CSE, vous n'êtes pas lié, vous vous en fichez en quelque sorte et vous pouvez mener à bien votre projet. Attention, vraiment, j'attire votre vigilance là-dessus. Dans cette hypothèse très précise de l'individualisation, il faut un avis conforme des membres du CSE, ce qui ne va pas forcément être simple. Peut-être qu'il faut privilégier du coup la voie de l'accord d'entreprise si vous en avez la possibilité. Et quel que soit le support juridique que vous utilisez, l'accord d'entreprise ou la décision unilatérale, il faudra que ce support juridique contienne un certain nombre de mentions obligatoires. Je ne vous les ai pas détaillées ici puisque on n'en a pas le temps, mais ce n'est pas un simple bout de papier qui tient sur 3 lignes. En termes de contenu juridique, c'est un peu plus compliqué que ça, si je puis dire. Sur cette thématique, vos questions étaient les suivantes. On y a déjà répondu en partie certainement. Première question, nous avons déclaré des salariés en activité partielle à 100%, d'autres à 50% en fonction des postes occupés, même au sein d'un même service. Ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'alors, ça posait difficulté. En principe, vous ne pouviez pas. Mais je vous rassure, la personne qui a posé cette question, c'est le cas dans un grand nombre d'entreprises. Désormais, vous pourrez le faire, mais attention, il faut un accord d'entreprise ou une DUE en la matière pour régulariser les choses, en quelque sorte. Toujours dans le prolongement de cette première question, si un des salariés à 100%, je crois comprendre qu'il est à 100% en chômage partiel, nous pouvons lui confier une tâche d'environ une semaine. Est-il possible de lever son activité partielle durant cette semaine et reprendre l'activité partielle après? Donc, je crois comprendre que la question est la suivante. J'ai un salarié qui est en chômage total, en chômage technique, et la semaine prochaine, je vais avoir des tâches à lui confier, mais pas nécessairement l'autre semaine. Bien évidemment, je peux suspendre temporairement l'activité partielle et faire travailler ce salarié-là. S'il est tout seul dans son service, ça ne pose aucune difficulté. Je reprends mon exemple du service comptabilité. Vous avez un seul comptable et vous en avez besoin la semaine prochaine, vous n'en aurez pas besoin la semaine suivante, il peut tout à fait revenir, vous pouvez suspendre, il n'y a aucune difficulté. En revanche, si vous avez 2 personnes dans votre service comptabilité, si vous voulez qu'il y en ait un seul des 2 qui travaille la semaine prochaine, vous procédez à de l'individualisation, comme je viens de le dire, et pour le faire valablement, en tout cas sans prendre de risque, il faut que vous ayez un accord d'entreprise ou une décision unilatérale. Deuxième question, peut-on mettre en place l'activité partielle pour 2 personnes des services généraux avec des métiers différents sur des pourcentages d'heures chômées différentes? C'est exactement ce qu'on vient de voir tout de suite. C'est possible, c'est de l'individualisation, c'est possible depuis aujourd'hui, mais sous réserve d'avoir encore une fois un accord d'entreprise ou une DUE en la matière. Toujours sur la thématique de l'activité partielle, on a eu la question suivante. Avec l'impact du Covid-19, l'entreprise pourra-t-elle demander des aides supplémentaires pour les formations professionnelles, d'autres moyens que le plan de formation? Il est effectivement possible de former vos salariés pendant le temps durant lequel ils sont en activité partielle. L'activité partielle, ça emporte ce qu'on appelle suspension du contrat de travail. Ça veut dire que le salarié n'a plus à travailler. Néanmoins, il est tout à fait possible, pendant ce délai, de lui demander à suivre des formations, peut-être pour qu'il acquiert des compétences qui vont vous être utiles, nécessaires pour demain. Dans ce cadre-là, le régime a évolué. Jusqu'alors, quand un salarié partait en formation professionnelle pendant du chômage partiel, l'employeur devait maintenir 100% de sa rémunération. Ce n'est plus le cas. On est revenu sur le régime classique, c'est-à-dire que si vous envoyez en formation un salarié que vous aviez mis préalablement en chômage partiel, en tout cas depuis le 28 mars dernier, je m'excuse, mais les dates sont importantes, puisqu'on a un flot de textes, l'indemnisation que vous devez maintenir est limitée à 70% et vous êtes remboursé à 100% de ces 70% par l'État. Mais il y a des frais pédagogiques puisque suivre une formation professionnelle, ça ne coûte pas 0 € et on sait bien que les entreprises ont des trésoreries qui sont exsangues à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place un dispositif, enfin réactivé plus exactement un dispositif qui existait jusqu'alors, qui s'appelle une convention FNE. Donc vous pouvez, entreprise, conclure avec la Directs, c'est la Directs qui est votre interlocuteur, une convention
qui va permettre la prise en charge de 100% des coûts pédagogiques, c'est-à-dire du coût de la formation pour votre salarié qui était en activité partielle et qui va, pendant cette période, se former pour acquérir des compétences dont vous aurez besoin demain. Donc, c'est un dispositif qui est très intéressant, dont vous pouvez vous saisir, étant précisé que si les frais pédagogiques sont limités à 1 500 €, vous allez avoir un accord de principe de la Direct. Jusqu'à 1 500 €, c'est pris en charge quasi automatiquement. On nous annonce des délais de traitement de 48 à 72 heures, donc c'est extrêmement court. Au-delà de 1 500 €, ça doit passer devant une commission spéciale au niveau de la Direct pour valider ou pas la prise en charge à 100% des coûts pédagogiques au-delà des 1 500 €. Donc, c'est vraiment un dispositif intéressant sur lequel, plus exactement, je vous invite à vous pencher. Attention, néanmoins, il y a une contrepartie à cette prise en charge, à cet investissement, en quelque sorte, de l'État, parce que la Direct, ce n'est ni plus ni moins que l'État. L'État finance, mais l'entreprise doit du coup s'engager à maintenir l'emploi du salarié, autrement dit, pas de licenciement pour motif économique, pendant la période de formation. Ça peut être un point de vigilance, notamment si c'est une formation qui est assez longue, une formation qui est qualifiante. Pour en terminer sur la thématique de l'activité partielle, on a eu également des questions sur l'articulation entre l'activité partielle et des possibilités de recrutement. Les questions, nous en avons 3, sont les suivantes. Peut-on juridiquement recruter si nous avons des salariés en chômage partiel? A priori, non. Si vous avez des salariés qui sont en activité partielle, en principe, vous ne pouvez pas recruter d'autres salariés, sauf si la personne que vous allez recruter pendant cette période, elle a des compétences professionnelles très spécifiques que n'ont pas vos autres salariés qui sont placés en activité partielle. Mais hormis ce cas-là, ça me semble compliqué de recruter, que ce soit en CDI ou en CDD du reste, des salariés, alors même que vous avez placé vos salariés historiques, si on peut les appeler comme ça, en chômage partiel. Après, il faut examiner au cas par cas. Deuxième question, j'ai des CDD en surcroît temporaire d'activité que j'avais conclu il y a quelques mois et dont le terme est fixé au 30 avril prochain. L'employeur a été contraint de les mettre en activité partielle compte tenu de la crise actuelle, donc ça n'a pas de problème. L'activité partielle, elle peut être mobilisée pour les salariés en CDI, mais également pour les salariés en CDD. Leur activité donc à l'entreprise, j'imagine, va repartir. Est-ce qu'il sera possible de prolonger les CDD pour surcroît temporaire d'activité? Ça demande une étude, à mon sens, au cas par cas. C'est difficile d'apporter une réponse générale à cette question. Mais si l'entreprise était jusqu'alors dans un cas de ralentissement, voire de suspension totale de son activité et qu'elle a eu besoin de recourir à l'activité partielle, mais que demain, au 11 mai, par exemple, avec le déconfinement, l'activité de l'entreprise va totalement repartir et que tous les salariés en CDI vont travailler à 100% de leur temps de travail, pas de difficulté a priori, à mon sens, à ce qu'on renouvelle les CDD en surcroît temporaire d'activité. En revanche, si mes salariés en CDI, je ne les fais retravailler qu'à hauteur de 50% par exemple de leur temps de travail, ça ne me semble pas cohérent de renouveler des CDD pour surcroît temporaire d'activité, parce que le volume d'heures correspondant à ces CDD pour surcroît temporaire d'activité, il faut plutôt prioritairement que je les affecte à mes salariés en CDI. Sauf particularité, encore une fois, de nécessité de mobiliser des compétences particulières, mais là encore, il faut vraiment procéder à un examen beaucoup plus fin, à mon sens. Troisième et dernière question, est-il possible d'avoir recours à des intérimaires alors que certains salariés sont placés en activité partielle? La réponse est la même, a priori non, sauf cas très particulier, mais ça me semble extrêmement compliqué de justifier d'un recours à l'intérim si je suis en activité partielle. D'ailleurs, la Direct, dans le cadre de ces contrôles, pourrait même considérer que c'est une fraude. Donc, vigilance, à mon sens, par rapport à ça. Voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à l'activité partielle.
D'autres questions se posent sur la gestion des congés payés et des jours de repos dans la période particulière qu'on traverse. J'ai fait le choix de distinguer la gestion des congés payés et de la gestion des jours de repos. Pourquoi? Parce que le régime juridique n'est pas tout à fait le même. En ce qui concerne les congés payés, on a une question qui consiste à savoir si le fait de faire liquider à mes salariés les congés qu'ils avaient acquis, donc ceux qui figurent généralement en compteur CPN-1 sur le bulletin de salaire, est-ce que je devais faire liquider, solder ces congés payés avant d'être en activité partielle, avant de basculer mes salariés en activité partielle? La réponse est non. C'était le cas jusqu'en 2013. Depuis la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, ce n'est plus un préalable nécessaire. Alors, ce qui peut jeter le doute, c'est que quand vous faites votre demande en ligne sur le site de l'ASP, on vous demande si vous avez fait liquider les congés payés. L'administration continue à vous poser cette question-là, mais d'un point de vue strictement juridique, ce n'est plus un préalable nécessaire. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas voulu faire liquider les congés payés aux salariés avant de les placer en activité partielle. Pourquoi? Parce que faire liquider les congés payés, ça coûte plus cher. Et souvent, on a un problème de trésorerie, alors que l'activité partielle, on est remboursé à 100% par l'État. En tout état de cause, c'est plus obligatoirement mobilisé. Vous pouvez placer directement vos salariés en chômage partiel sans qu'ils aient liquidé leurs congés payés. Alors, quelles sont les marges de manœuvre, puisque c'est surtout là-dessus que posent les questions de l'employeur en matière de congés payés? À mon sens, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi d'urgence adoptée il y a quelques semaines. Il y a une tendance assez naturelle de dire je vais regarder ce qui est prévu dans les derniers textes en la matière pour savoir ce que je peux faire. Oui, c'est très bien, c'est utile, ce sont des outils qu'il faut effectivement mobiliser, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier aussi que dans notre boîte à outils, on a tout le régime juridique qui existe depuis plusieurs années pour certaines dispositions légales. C'est pour ça que, là encore, j'ai découpé la présentation en deux parties, le cadre juridique habituel et puis les mesures d'urgence. Si je regarde ce qui existe déjà en dehors de la loi d'urgence, que j'avais déjà à ma disposition, dans le Code du travail, on a un article que je vous ai cité, je vous fais grâce de la numérotation, qui prévoit qu'à défaut de stipulation dans la convention collective applicable à l'entreprise, l'employeur peut modifier l'ordre des départs en congé payé sans respecter un délai de prévenance d'1 mois en cas de circonstances exceptionnelles. Dit autrement, le Code du travail nous autorise, quand je suis confronté à des circonstances exceptionnelles, et celles qu'on vit aujourd'hui, à mon sens, en sont, parce que sinon, je ne vois pas très bien ce que ça pourrait recouvrir. Donc, quand je suis confronté à des circonstances exceptionnelles, si je veux modifier la date de congé payé qui ont déjà été posées, j'ai la possibilité de le faire sans avoir à respecter un délai d'1 mois. C'est le cas notamment dans les entreprises qui ont connu paradoxalement un surcroît d'activité à l'occasion de la crise. Je pense aux établissements de santé, encore une fois, la grande distribution, transport routier de marchandises. Ces entreprises-là, elles tournent à plein régime à l'heure actuelle. Et pour ces entreprises-là, dont les salariés, ou en tout cas certains d'entre eux, avaient posé des congés payés en avril ou en mai, ce n'est pas du tout le moment en fait que les salariés soient en congés payés parce qu'on en a pleinement besoin pour faire face à ce surcroît d'activité. Donc, dans ce cas-là, l'employeur a tout à fait la possibilité de modifier la date des congés payés sans respecter un quelconque délai, presque du jour au lendemain, je dirais, en disant vos congés sont annulés et reportés à plus tard. Ça peut aussi être utile dans les entreprises qui font face à une baisse de l'activité, avec des salariés qui avaient posé des congés payés au mois de mai. On sait qu'on va reprendre au 11 mai. Alors, à mon sens, on ne va pas reprendre à plein régime, mais imaginons une entreprise qui considère qu'à compter du 11 mai, elle va être en plein régime et qui souhaite avoir l'ensemble de ses forces vives, de ses ressources humaines à disposition à compter du 11 mai et qui voudrait annuler les congés payés qui avaient été posés, par exemple, fin mai ou début juin. On peut s'appuyer sur ce dispositif-là, à condition, attention, que la convention collective ne prévoit rien en la matière ou ne prévoit pas autre chose en la matière, puisque l'article du Code que je vous ai cité, c'est ce qu'on appelle une disposition légale supplétive
Ça veut dire qu'en fait, elle ne trouve à s'appliquer que si je n'ai pas au sein de mon entreprise une convention collective ou un accord collectif d'entreprise qui prévoit autre chose en la matière. Donc là encore, il faut procéder à une analyse fine et regarder au cas par cas. Première hypothèse, mon cadre juridique habituel, je voulais modifier les congés payés. Deuxième sous-hypothèse, je veux faire poser des congés payés à mes salariés. Je peux les inciter, leur dire, écoutez, compte tenu de la période actuelle et plutôt que d'être en activité partielle, ce serait bien que vous soyez en congés payés, ça va limiter votre perte de rémunération. Alors, dans les faits, il faut regarder là encore de manière plus fine et procéder à des simulations en termes de salaire parce que ce n'est pas forcément vrai. Mais on a entendu beaucoup ce discours-là. Si je veux qu'ils posent des congés payés, je peux les inciter. Ça, c'est tout à fait possible, leur proposer. Par contre, je ne peux pas leur imposer du jour au lendemain d'être en congé payé. Je ne peux pas dire à un salarié aujourd'hui, vendredi, à compter de lundi prochain, vous serez en congé payé. Puisque généralement, en fonction de ma convention collective, il faut que je respecte un délai de prévenance en quelque sorte d'au moins 1 mois, voire 2 mois, quelquefois même un peu plus en fonction des conventions collectives. Mais au-delà de cette problématique-là de la prise immédiate de congés payés, va se poser la question des congés payés pour l'été prochain, notamment au mois de juillet, août, voire septembre. Là, ce sont les règles classiques habituelles qui s'appliquent. C'est l'employeur qui fixe l'ordre des départs en congés payés. Ça relève de ce qu'on appelle son pouvoir de direction. Donc, vous pouvez faire comme avant. Et comme avant, je vous rappelle que ça veut dire qu'il faut au préalable, mais peut-être l'avez-vous déjà fait en début d'année, passer devant le CSE, puis informer individuellement les salariés dans les délais, dans les formes prescrites. Là encore, par votre convention collective, je suis dans l'impossibilité de vous donner une réponse générale là-dessus, puisque c'est très différent d'une convention collective à une autre. Ça, c'est le cadre juridique classique. À ce cadre juridique classique est venu s'ajouter et non pas se substituer. C'est ça qui est important, c'est que j'ai des outils supplémentaires dans ma caisse à outils, des mesures d'urgence. Si, en dépit des démarches que j'entreprends auprès de mes salariés pour les inviter, les inciter à prendre des congés payés, les salariés ne le souhaitent pas, j'ai la possibilité de leur imposer la prise de congés payés ou d'en modifier unilatéralement les dates parce que je ne peux pas m'appuyer sur les dispositions du Code du travail que je vous ai citées tout à l'heure, parce que ma convention collective ne me le permet pas. Dans ces deux cas-là, j'ai la possibilité d'imposer la prise ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés en application d'une ordonnance qui date du 25 mars. Mais dans certaines conditions. Je peux le faire à condition uniquement de conclure un accord d'entreprise ou que dans ma convention collective, il y a un accord de branche qui a été adopté. Alors, c'est le cas dans certaines branches, je pense notamment à l'automobile, au bureau d'études techniques, à la métallurgie, je crois, et un certain nombre d'entre elles qui ont prévu de négocier en la matière pour pas que l'entreprise ait à négocier un accord d'entreprise. Mais pour ces cas-là, de prise imposée de congés payés, il faut que je conclue un accord d'entreprise et dans le cadre de cet accord d'entreprise, je vais pouvoir imposer jusqu'à 6 jours ouvrables de congés payés ou 5 jours ouvrés si j'ai un décompte en jours ouvrés. Et je n'aurai à respecter un délai de prévenance vis-à-vis des salariés que d'1 jour franc, c'est-à-dire un délai extrêmement court. Cet accord d'entreprise, il peut être conclu avec le délégué syndical, il peut être conclu avec le CSE, il peut être conclu, si j'ai ni l'un ni l'autre, directement avec les salariés par voie de référendum. Donc, j'ai le champ, si je puis dire, des possibles est très, très ouvert. Je peux imposer ou modifier des congés jusqu'à la date du 31 décembre prochain. Donc là encore, j'ai une attitude qui est assez importante. Ce n'est pas limité à la période actuelle d'état d'urgence sanitaire que nous connaissons. Et je peux agir non seulement sur les congés qui sont déjà acquis, les CP N-1, mais je peux également agir sur les CP de l'année N en cours d'acquisition, c'est-à-dire ceux qu'on est en train d'acquérir jusqu'au 31 mai et qui auraient dû être pris à compter du 1er juin. Donc là encore, j'ai un champ des possibles qui est assez large en la matière. Et dans le cadre de cet accord d'entreprise, je vais aussi pouvoir m'extraire
des dispositions qui portent sur le fractionnement des congés payés ou sur l'obligation d'accorder un congé payé simultané quand au sein de mon entreprise, j'ai les membres d'un même couple, en quelque sorte, qui travaillent chez moi. Donc, des possibilités en la matière qui sont assez larges. Encore une fois, néanmoins, il me faut un accord d'entreprise ou que dans ma convention collective, il y a des mesures qui ont été adoptées là, il y a quelques jours ou quelques semaines. Sur cet accord qui aménage temporairement les congés payés, on a eu la question suivante. J'ai des salariés qui ont été mis en activité partielle à 100%, d'autres à 50%. Doit-on être juste sur la répartition des jours imposés? Autrement dit, pour mes salariés qui sont en activité partielle à 100%, je vais leur imposer que 5 jours. Et pour ceux qui sont en activité partielle à 50%, la moitié, 2 jours et demi. Comment répartir quand des salariés n'ont pas ou plus de congés N-1, empiéter sur les congés N pour être équitable entre les salariés, c'est un peu dur quand même. Alors, ça, c'est en fonction des situations. En tout cas, la réponse juridique, c'est que vous pouvez empiéter sur les congés de l'année N, je l'ai dit. Sur le point de savoir si je dois avoir une répartition équitable en fonction du volume d'heures chômées de mes salariés, on n'a pas de réponse dans les textes, mais le fait qu'on n'ait pas de réponse, ça veut dire que j'ai une latitude. Je fais ce que je veux en la matière. Je peux soit dire c'est 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables pour tout le monde, qu'on soit ou pas en activité partielle à 100% ou à 30%, ou alors je peux prévoir une autre règle. C'est le domaine de la négociation collective en quelque sorte. Pourquoi? Puisque il vous faut un support juridique qui est l'accord d'entreprise. Donc pour fixer une règle d'équité, il va falloir en discuter, soit avec votre délégué syndical, soit avec les membres de votre CSE, soit expliciter auprès des salariés comment est-ce que vous souhaitez procéder lorsque vous allez soumettre aux salariés le projet d'accord d'entreprise par voie de référendum. J'en ai terminé avec les congés payés, je passe sur les jours de repos. En matière de jours de repos, l'une des ordonnances du 25 mars dernier nous donne également la possibilité d'imposer des jours de repos, donc autres que les congés payés, aux salariés ou de modifier les dates déjà posées. Attention néanmoins, ça ne concerne que 3 types de jours de repos. Les RTT, donc les vrais RTT, si je puis dire, ceux issus des accords d'aménagement du temps de travail des lois Aubry, ou alors des RTT qui ont été mis en place postérieurement à la loi du 20 août 2008, puisque depuis la loi du 20 août 2008, on peut aménager le temps de travail un peu différemment de ce qui existait auparavant. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, soit des RTT, soit les jours de repos, plus exactement les jours non travaillés pour les salariés en forfait jour. Vous savez que les salariés en forfait jour doivent généralement faire 218 jours de travail dans l'année. Donc, outre leurs 5 semaines de congés payés, ils ont en moyenne 2 semaines de jours de repos à prendre en plus. Je peux agir sur ces jours-là. Je peux agir également sur les jours qui ont été stockés par mes salariés sur ce qu'on appelle un compte épargne-temps, un CET, si j'ai un CET au sein de mon entreprise. Et c'est uniquement ces 3 types de jours de congé. Par exemple, si votre pratique, c'est de ne pas être en RTT, mais que les heures supplémentaires ne soient pas payées au mois le mois et qu'elles soient mises dans un petit compteur puis transformées en jours de repos compensateurs ensuite, ça, ce n'est pas visé par la loi. Donc, vous ne rentrez pas dans les clous, si je puis dire, de l'ordonnance du 25 mars. Donc, à mon sens, vous ne pouvez pas mobiliser ce type de jours. Pour ces 3 types de journées, je vais pouvoir agir unilatéralement, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de conclure, à la différence des congés payés, un accord d'entreprise. L'employeur va pouvoir imposer la pause ou modifier unilatéralement les dates sans même avoir à passer par la voie de l'accord d'entreprise. Une dernière précision s'agissant des jours de RTT. Alors, non, je vais revenir dessus après, pardon. Pour ces jours de repos, c'est limité à 10 jours. Je peux agir sur 10 jours au maximum. Ça veut dire que 10 jours au maximum, plus si j'agis sur les 6 jours ouvrables de congés payés, ça veut dire que je peux agir sur 10 jours ouvrés, plus 5 jours ouvrés. Donc, ça fait déjà 15 jours dans votre possibilité, dans votre besace, si je puis dire. Mais peut-être que vous pouvez même aller au-delà. Pourquoi? Parce que si vous avez des RTT au sein de votre entreprise, vos RTT, elles ont été instituées par un accord collectif, qui est soit la convention collective, soit un accord d'entreprise.
Et souvent, je prends un exemple, si vous avez 20 jours de RTT qui sont accordés par l'accord, dans ces 20 jours de RTT, souvent, on nous dit qu'il y en a 10 qui sont au libre choix du salarié, 10 qui sont au libre choix de l'employeur. Si vous êtes dans ce schéma-là, ça veut dire que les 10 qui étaient au libre choix du salarié, vous pouvez agir dessus, on atteint le maximum. Mais les 10 jours sur lesquels l'employeur avait la main, vous pouvez également agir. Donc, ça fait 10 plus 10, 20, plus les congés, ça fait 25 jours ouvrés. Donc, vous pouvez peut-être, mais là encore, c'est fonction de votre support juridique, aller plus loin que ce qu'on nous annonce sur le papier, je dirais, dans la loi. Dernier point de vigilance par rapport aux jours de congé, on nous dit que l'employeur a la possibilité d'agir en la matière si l'intérêt de l'entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19. C'est une précision qu'on n'a pas sur les congés payés. Il y a des incertitudes à l'heure actuelle sur la façon dont il faut comprendre cette notion, mais a priori, il faut que je justifie de difficultés économiques pour pouvoir mobiliser ce dispositif. Ça ne sera pas compliqué pour un certain nombre d'entreprises, celles qui sont touchées de plein fouet par la crise. En revanche, pour les salariés qui, elles, à l'inverse, sont en surcroît d'activité, ça va être plus compliqué, à mon avis, de justifier de difficultés économiques pour modifier des dates de jours de repos qui avaient été posées, par exemple. Donc là encore, vigilance par rapport à ça. J'en ai terminé sur les congés payés et les jours de repos. On va aborder ensemble maintenant la négociation collective et le rôle du CSE. J'ai regroupé ça dans une partie que j'ai appelée le dialogue social. Tout d'abord, quel va être le rôle de votre CSE à l'heure actuelle? Dans le contexte actuel, votre CSE, ça va être votre interlocuteur privilégié, non seulement pour gérer les conséquences immédiates de la crise, mais aussi et surtout, je dirais, pour préparer la reprise à compter du 11 mai prochain. Le CSE, il a des compétences qui sont très larges en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Ça veut dire qu'on va retrouver le CSE dans les mesures de prévention que vous allez devoir mettre en place à compter du 11 mai prochain, quand l'activité va reprendre, parce que l'activité ne va pas reprendre comme elle existait jusqu'alors, parce qu'il va falloir notamment respecter les gestes barrières, on va en parler. Et puis peut-être aussi que vous allez devoir aménager au moins temporairement les conditions de travail, avec des horaires décalés, par exemple, poursuivre du télétravail, instaurer un roulement dans les équipes, alors que ce n'était pas le cas jusqu'alors. Ça sera des bonnes mesures, à mon avis, de prévention en fonction de votre configuration, mais vous ne pourrez pas le faire sans avoir informé et consulté au préalable votre CSE. En matière de santé et sécurité, je le disais tout à l'heure, on a en toile de fond ce qu'on connaît bien, qui est l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur doit tout faire pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Au moment de la reprise, mais je dirais même en amont, donc c'est-à-dire maintenant, parce que la reprise progressive, c'est dans un petit peu plus de 2 semaines maintenant, il va falloir mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un document qui doit être en vigueur dans toutes les entreprises, quel que soit son effectif salarié. C'est-à-dire que même si vous avez 2, 3, 4 salariés, vous devez en principe avoir un document unique. Le document unique, en fait, il vise à catégoriser, à faire un catalogue, pardon, je vais y arriver, des risques professionnels qui existent au sein de votre entreprise et à mettre en face les mesures de prévention, les mesures de protection que vous allez mettre en œuvre, soit pour éradiquer en totalité le risque, soit pour le diminuer autant que faire se peut. On est là en plein dans le domaine du document unique avec les risques, bien évidemment, qui sont liés au Covid-19 à l'heure actuelle. Donc, en principe, il faut procéder à ce catalogue des risques professionnels et ce catalogue, il doit être mis à jour après information, consultation des représentants du personnel. On commence à avoir un certain nombre de décisions de justice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on en a eu quelques-unes là, début avril. Et dans l'une d'entre elles notamment, il a été reproché par le juge à l'employeur d'avoir mis à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels, donc l'employeur pensait avoir bien fait, sans y avoir associé les représentants du personnel. Autrement dit, il faut instaurer au préalable un dialogue social avec vos représentants du personnel. Et à mon sens, ça, c'est quel que soit l'effectif,
que vous ayez un CSE plus de 50 ou moins de 50 salariés. Ça veut dire concrètement qu'il faut s'y prendre dès maintenant, puisque la reprise, elle est annoncée au 11 mai, mais il faut d'abord que je définisse quels sont les risques, puis quelles sont les mesures de prévention, et puis ensuite que je les mette en œuvre et que je m'équipe ou que je fasse des marquages au sol ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc en fait, la date du 11 mai, elle apparaît même quelquefois, ou pour certains, un peu court pour tout mettre en place. Et puis il y a un principe de réalité, on parle beaucoup du document unique, je le fais moi-même auprès de vous parce que c'est vraiment un incontournable, mais on sait bien que dans les petites entreprises, ça va être extrêmement compliqué de mettre à jour ce document unique parce que pour le mettre à jour, encore faut-il qu'il existe et dans beaucoup d'entreprises, il n'existe pas. C'est un gros travail que de mettre en place un document unique, et en tout cas, si vous mettez un document unique en place qui tient la route, si je puis dire, vous pouvez vous entourer de professionnels en la matière. Alors, il y a vos centres de médecine du travail, mais ils vont être un peu débordés à mon sens. Et puis, il y a ce qu'on appelle des IPRP, des intervenants en prévention des risques professionnels, qui peuvent vous accompagner là-dessus, sur la quantification, l'appréciation des risques. Et puis, il y a tout l'aspect, évidemment, juridique ensuite. Une fois que vous allez avoir fait ce catalogue, encore faut-il ensuite communiquer auprès de vos équipes sur les mesures de prévention que vous allez mettre en place et, le cas échéant, les former vos salariés. Alors, en la matière, il y a le package commun qu'on connaît tous, qui est les gestes barrières. Donc, on entend ça tous les jours. On a commencé à les assimiler maintenant. Mais au-delà des gestes barrières, il va falloir définir des mesures de prévention spécifiques en fonction des risques propres inhérents à votre organisation de travail. À ce sujet-là, vous pouvez vous appuyer sur différents documents. Il y a des fiches conseils métiers qui ont été mises en place par le ministère du Travail. Vous pouvez les trouver sur leur site. Il y en a 15 à l'heure actuelle. Et puis, il y a certaines branches d'activité, je pense notamment au BTP et au transport routier de marchandises, qui ont adopté également des guides beaucoup plus détaillés en la matière, en lien avec les partenaires sociaux. Il faudra mettre en œuvre non seulement les gestes barrières, mais également les mesures qui sont définies dans ces différents documents. Faire un catalogue des risques, identifier les mesures de prévention, informer, former, et ce n'est pas fini. Il va falloir ensuite veiller à la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'au moment du retour au travail, il va falloir contrôler que les gestes barrières et les mesures de prévention, quelles qu'elles soient bien suivies par les salariés. Si ce n'est pas le cas, les rappeler et faire preuve de pédagogie. Et si, en dépit des rappels et de la pédagogie, il y en a certains qui ne veulent pas comprendre, à mon sens, même si ce n'est pas le but, il faudra utiliser le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Donc, votre CSE, il va avoir un rôle crucial en matière de santé et sécurité. Il va également avoir un rôle important en matière de conditions de travail. Pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas reprendre exactement de la même façon qu'auparavant. Peut-être que vous allez devoir aménager les horaires de travail, aménager les équipes, instaurer un roulement, mettre en place des horaires décalés, faire perdurer en tout ou partie le télétravail, qui va devenir un moyen de prévention. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le ministère, hein, même si au-delà du 11 mai, la règle, ça va devenir le travail présentiel, il n'en reste pas moins qu'on va être incité à continuer au moins partiellement le télétravail. Tout ça, ce sont des aménagements des conditions de travail, et là encore, ça rentre dans le champ des attributions du CSE. Autrement dit, sauf à vous placer en risque de ce qu'on appelle un délit d'entrave, il faudra informer et consulter au préalable votre CSE. Vous voyez un certain nombre de choses à faire. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais comment je fais pour informer et consulter mon CSE alors même qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être à l'arrêt ou que vos salariés télétravaillent? Le législateur a adopté des règles en la matière le 1er avril dernier, et si je synthétise, la règle, c'est de ne plus faire de réunions en présentiel du CSE et de faire des visioconférences, comme on est en train de le faire par exemple aujourd'hui, pour éviter bien évidemment les risques de contagion. Peut-être que dans certains cas, il n'est pas possible d'avoir recours à la visioconférence, soit parce que vos salariés ne sont pas équipés en outils informatiques, soit parce que eux ou vous-même, vous êtes dans une zone à bas débit. Là encore, le législateur a prévu des subsidiaires en la matière, et on a la possibilité,
sans ordre de priorité d'ailleurs, je dirais, soit de faire de la visioconférence, soit de faire de l'audioconférence, ou autrement dit de la conférence téléphonique. Pour la visioconférence, on n'est plus limité en termes de nombre, alors que jusqu'alors, on l'était, en tout cas temporairement, on n'est plus limité. Et si je peux faire ni visioconférence, ni conférence téléphonique, je peux même aller sur de la messagerie instantanée. Et là, c'est vraiment dès lors que je démontre que je ne peux pas avoir recours à l'un ou l'autre des dispositifs. Autre nouveauté, entrée en vigueur, non pas encore entrée en vigueur justement, mais qui date d'il y a 2 jours. Je vous le disais, il va falloir informer et consulter le CSE, mais en principe, le CSE il dispose d'un délai d'1 mois pour rendre son avis. Or, nous sommes déjà le 24 avril aujourd'hui, la reprise est annoncée au 11 mai, et si votre CSE veut utiliser pleinement son délai d'1 mois, là, ça ne rentre pas dans les cases. Donc, l'ordonnance du 22 avril prévoit qu'un décret qui reste à paraître va réduire de façon exceptionnelle et temporaire les délais de consultation du CSE pour préparer la reprise. Alors, le décret n'est pas encore sorti, mais sachez qu'il se murmure, si je puis dire, que le délai sera réduit à 8 jours en la matière. Sur ce point, nous avions la question suivante. Devons-nous maintenir le calendrier des CSE prévu en début d'année? Alors effectivement, désormais, ça c'est en application des ordonnances de 2017. Vous avez l'obligation maintenant de définir un calendrier annuel des réunions du CSE. Vraisemblablement, il va falloir que vous l'adaptiez, ce calendrier. Alors la tendance quand même qu'on observe, la tendance qu'on observe, c'est qu'on a des réunions qui sont extrêmement fréquentes dans la plupart des organisations de travail à l'heure actuelle, alors que la règle, c'est une réunion tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de votre effectif, plus ou moins de 300. C'est plutôt des réunions toutes les semaines, voire tous les jours ou les 2 jours dans certaines organisations de travail. Néanmoins, vraisemblablement que vous allez devoir adapter ce calendrier. Si vous l'adaptez, n'oubliez pas à l'occasion de l'adaptation, du coup, d'informer ce que j'appelle les membres tiers, c'est-à-dire dans les entreprises de plus de 50 salariés, quand vous avez au programme, à l'ordre du jour de la réunion CSE, des sujets santé, sécurité, conditions de travail, donc là encore, on est en plein dedans, vous devez inviter à participer à cette réunion le médecin du travail, l'inspecteur du travail, la CARSAT. Et ces 3 acteurs externes à l'entreprise doivent être informés du calendrier prévisionnel des réunions. Donc, si vous le modifiez, normalement, vous avez dû les informer en début d'année. Si vous ne l'avez pas fait, il va être le temps de le faire à l'occasion de l'adaptation à laquelle vous allez procéder. Et puis peut-être que vous allez avoir des réunions très très rapprochées là au cours des prochaines semaines et qu'à un moment, il faudra en revanche, à l'inverse, plutôt espacer vos réunions. Sachez que le Code du travail qui prévoit une réunion tous les mois ou tous les 2 mois, là encore, il n'a qu'un caractère subsidiaire, c'est-à-dire que vous pouvez prévoir autre chose dans le cadre d'un accord d'entreprise portant sur le fonctionnement du CSE. Et je vous invite à vous pencher sur cette question parce que autant le CSE va être un acteur indispensable, incontournable dans la période qu'on vit aujourd'hui. Mais à côté de ça, le Code du travail, lui, il continue à courir, si je puis dire, et il met à votre charge tout un tas d'obligations que vous n'allez certainement pas pouvoir toutes remplir compte tenu de la période actuelle. Il est possible de s'en extraire de manière sécurisée en concluant un accord portant sur le fonctionnement du CSE. Donc, il peut être opportun de vous saisir de ce sujet-là. J'en ai terminé avec le CSE. Autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la négociation collective. Alors, pourquoi la négociation collective? Je vais aller vite là-dessus, mais c'est surtout l'objectif pour moi d'attirer votre attention. C'est que la négociation collective, elle va pouvoir être un outil pour vous, soit pour la reprise, soit si vous vous projetez un peu plus loin, parce que certainement que les activités économiques vont être durablement, je dirais, marqué par la crise qu'on connaît à l'heure actuelle et qu'il va falloir revoir les modes d'organisation et notamment les modèles d'organisation en termes d'aménagement du temps de travail. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont encore régies par des vieux accords 35 heures, ont 20 ans maintenant et qui ne sont plus du tout adaptés à la réalité de l'entreprise.
Et demain, vous n'allez peut-être plus travailler comme vous travaillez aujourd'hui. En quelque sorte, c'est l'occasion de transformer la contrainte qu'on vit aujourd'hui en une opportunité et de vous projeter plus loin en réfléchissant à une organisation du travail qui sera différente. La négociation collective, autrement dit, dans cette période, elle va continuer à vous occuper dans 3 hypothèses. La première, c'est que toutes les négociations obligatoires ne sont pas suspendues. Donc, tout ce qui est ce qu'on appelait avant les NAO, ça continue à courir. Et le ministère a bien insisté là-dessus. Ou tout ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, par exemple. Parallèlement, c'est le deuxième point, on l'a vu tout à l'heure, il y a une forte incitation du législateur à se placer sur le terrain de la négociation collective si je veux agir sur les congés payés. Et puis, plus globalement, c'est ce que je vous le disais, une reprise du travail qui va être progressive, mais au-delà de la reprise du travail, c'est la reprise de l'activité qui risque d'être progressive. Et peut-être qu'il faut que je réfléchisse et que j'imagine un autre modèle pour avoir davantage de souplesse, faire preuve de davantage d'agilité. Pourquoi? Pour absorber mieux la crise. Parce que le chômage partiel, c'est une très bonne mesure, mais elle n'est pas pérenne à mon sens dans le temps parce que les salariés sont en perte de rémunération. Et puis, aujourd'hui, vos salariés sont à l'arrêt, mais peut-être que demain, vous allez en avoir besoin davantage des salariés. Et si vous les mobilisez à ce moment-là, ça va générer des heures supplémentaires. Et peut-être que vous n'aurez pas les moyens de régler ces heures supplémentaires, en tout cas en fonction de ce qui est prévu par le Code du travail ou par votre convention collective. Encore une fois, là-dessus, il est possible d'agir. Vous pouvez monter le contingent annuel d'heures supplémentaires. Vous pouvez modifier les taux de majoration des heures supplémentaires. Vous pouvez sortir d'un décompte à la semaine des heures supplémentaires et aller sur ce qu'on appelait auparavant de l'annualisation ou de la modulation, avec des tunnels extrêmement larges maintenant, depuis plusieurs années maintenant. Tout ça pour avoir de la souplesse. Ça rejoint l'une des questions qui nous était posée, est-ce qu'il va y avoir un allongement de la durée hebdomadaire de travail? Vous avez peut-être entendu comme moi, il y a des débats au niveau national et interprofessionnel portés par certaines organisations patronales en la matière, relayés par certains ministres. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. En tout cas, les organisations syndicales de salariés sont vent debout par rapport à ça. Je pense qu'on se trompe de débat et que le débat n'est pas tant de savoir s'il faut augmenter temporairement la durée légale du travail, par exemple, parce qu'on ne peut pas apporter une réponse uniforme aux pluralités d'entreprises. Ce qu'il faut, c'est faire du sur-mesure, c'est faire du maison. Et si vous voulez faire du sur-mesure, vous avez un outil, c'est l'accord d'entreprise. Et l'accord d'entreprise, et j'en terminerai par là, sur cette partie, il n'est pas réservé aux grandes entreprises. Il n'est pas réservé non plus aux entreprises qui ont un délégué syndical. Si vous avez simplement, entre guillemets, un CSE, vous pouvez négocier avec votre CSE. Et même si vous n'avez pas de CSE, vous pouvez adopter un accord d'entreprise en le faisant adopter par voie de référendum par vos salariés. Et ça vous permet d'agir notamment sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail. Et ça va devenir pour vous un outil de compétitivité. Je reprends, alors ce n'est pas vraiment des questions, des verbatims, je ne sais plus. On avait quel impact pour nos organisations suite au confinement en urgence? Quid du télétravail et de la mise en place de nombreux outils interactifs dans nos organisations? Devons-nous mettre en place des accords dans ce sens? Difficile de répondre de manière générale, là encore, c'est propre à chaque organisation de travail, mais probablement qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné pendant le confinement, d'autres qui ont moins bien fonctionné. Ce qui a bien fonctionné, peut-être qu'il y aura un intérêt à le pérenniser. Et ce qui a moins bien fonctionné, les dysfonctionnements qui se sont fait jour, ça va peut-être être l'occasion de les régler. Le télétravail tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a été un télétravail, un recours massif non préparé, en urgence, presque un télétravail subi, c'est pas ça le vrai télétravail. Le télétravail organisé, le télétravail qu'on appelle pendulaire, c'est-à-dire que quelques jours, le salarié est à l'entreprise, d'autres jours, il est chez lui. Certainement qu'on va avoir une montée en puissance du télétravail, mais ce qu'il ne faut surtout pas, à mon sens, c'est considérer que le télétravail qu'on vit aujourd'hui, c'est le télétravail normal. Ce n'est pas ça. Donc, il faut se saisir de ces questions-là. Quelles mesures exceptionnelles pourraient être pérennisées, selon vous, après la crise pour une amélioration de la QVT, de la qualité de vie au travail?
je reprends l'exemple du télétravail, ça peut être un outil à condition que j'adopte un accord d'entreprise ou une charte en la matière où je vais organiser le recours au télétravail. Puis il peut y avoir d'autres idées en la matière. Là encore, c'est propre à chaque organisation de travail. Comment je fais pour négocier des accords? Alors que ce soit des accords d'intéressement, c'était l'exemple donné dans la question, mais autres, là encore, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire qu'on connaît, en confinement aujourd'hui, en déconfinement demain, mais peut-être avec tout le monde qui ne sera pas revenu au travail ou avec une difficulté de réunir plusieurs personnes dans une même pièce. Là encore, le législateur s'est saisi de ces sujets-là et les modalités pratiques habituelles de la négociation collective ont été adaptées. Et je vous ai reproduit sur le slide, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut mobiliser des choses très pratico-pratiques pour négocier par visioconférence, par conférence téléphonique, et puis pour signer à distance avec de la signature électronique, voire quelque chose d'un peu plus artisanal, avec des documents qui sont imprimés, chacun de son côté, signés, puis renvoyés, soit par scan, voire même avec une simple photo à l'aide du smartphone. En revanche, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est qu'à chaque fois, il faut respecter le principe de loyauté dans les négociations. Et puis, les délais de négociation habituels ont été adaptés. Quatrième thématique, la santé et la sécurité au travail. On en a déjà parlé tout à l'heure en abordant la question du CSE. L'une des autres thématiques qui vous préoccupe, et c'est normal parce qu'on l'a vu mobiliser, peut-être qu'il va l'être aussi au-delà du 11 mai, c'est la question de l'exercice du droit de retrait. Vous savez, le droit de retrait, c'est quand vous avez un salarié qui vous dit moi, je ne viens plus travailler parce que je considère que je suis en danger et pendant ce temps-là, vous maintenez ma rémunération. On résume très brièvement la chose. Est-ce que les salariés, autrement dit, vont pouvoir exercer leur droit de retrait à compter du 11 mai au moment de la reprise, ou est-ce qu'ils peuvent l'exercer actuellement pour les entreprises qui continuent à fonctionner? À mon sens, la réponse, elle se trouve en partie dans la définition de ce qu'est le droit de retrait. C'est pour ça que je vous ai reproduit in extenso le texte qui nous dit la chose suivante. Le salarié alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail, je pense que le terme est important, dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans le système de protection. Autrement dit, le salarié considère qu'il n'y a pas de système de protection, que les systèmes de protection ne sont pas efficaces, et si il estime que ça emporte un danger grave et imminent pour sa vie ou celle des autres, il peut se retirer de la situation de travail. Je vous ai mis quelques observations. C'est un mécanisme en deux temps. Il y a une alerte du salarié. Alors, elle peut être simultanée à l'exercice du droit de retrait et ensuite le salarié se retire. Le droit d'alerte, ce n'est pas une simple crainte du salarié. On le sait tous, le climat actuel est très anxiogène et pour tout à chacun que nous sommes. Néanmoins, le simple fait de vivre dans ce climat anxiogène, ça ne justifie pas, à mon sens en tant que tel, l'exercice du droit de retrait. Et puis, troisième et dernière observation, en tout cas sur cette slide, c'est que l'exercice du droit de retrait, il est individuel, salarié par salarié, et pas collectif, même s'il existe d'autres mécanismes au niveau du CSE, mais je ne vous les ai pas détaillés là, compte tenu du format. Se pose la question, est-ce que les salariés donc peuvent exercer leur droit de retrait dans la situation de pandémie qu'on connaît à l'heure actuelle? Ce qui est intéressant, c'est de se reporter à deux circulaires qui ont été adoptées en 2007 et en 2009. Alors, c'était à l'époque du SRAS, où l'administration s'était déjà positionnée sur ces questions-là et nous disait la chose suivante. 1. Les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l'employeur. Donc, autrement dit, si l'employeur a mis en œuvre tous les gestes barrières et les mesures spécifiques de prévention inhérentes à son organisation de travail, ça prive d'objet, en tout cas selon la Direction générale du travail, l'exercice d'un droit de retrait. En 2007, on nous disait que les possibilités de recours à l'exercice du droit de retrait seront fortement limitées dès lors que l'employeur aura pris les mesures de prévention et de protection nécessaires. Donc, ça, c'est l'ancien régime. Et actuellement, le ministère du Travail communique sur son site internet de la façon suivante. Le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non pas une situation générale de pandémie.
Autrement dit, il faut que je démontre en quoi, dans mon organisation de travail, quand je vais au travail, je suis exposé, et ce n'est pas le simple fait qu'on soit en pandémie. Et le ministère précise encore que le droit de retrait, le droit individuel de retrait, ne peut pas, en principe, trouver à s'exercer dès lors que l'employeur a mis en œuvre toutes les mesures de prévention. Autrement dit, l'exercice ou non, enfin l'exercice légitime ou non, pardon, du droit de retrait, on ne peut, à mon sens, l'examiner que sous l'angle du point de savoir si l'employeur a lui-même satisfait ou pas son obligation de sécurité. Et là, je vous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, définition des risques et des mesures de prévention en lien, le cas échéant, avec le CSE. Alors, j'ai bien conscience que l'exercice peut s'avérer délicat dans certains cas, mais le cadre juridique est celui-ci, d'où l'intérêt de bien procéder à une revue de l'ensemble des risques et de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de prévention et de communiquer là-dessus. Il va y avoir inévitablement une problématique, c'est la problématique des masques, avec un va-et-vient du gouvernement, si je puis dire. On nous a expliqué initialement qu'il n'y avait pas besoin de masques, on nous a même dit que les masques ne servaient à rien, et puis le discours est en train de changer, et on commence à entendre qu'il va falloir porter un masque. La difficulté pour les entreprises, bien évidemment, ça va être de s'équiper en masque avec la pénurie mondiale qu'on connaît en la matière. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si on reprend les circulaires de 2007 et de 2009 que je vous citais tout à l'heure, vous en avez 2 pages, je crois, où on nous explique justement quel type de masque doit être mis à disposition des salariés dans tel ou tel type d'organisation de travail, parce qu'en réalité, il y a 10 ans en arrière, l'administration avait anticipé sur ce qui pourrait arriver et ce qu'on connaît aujourd'hui. On a la question suivante. Si l'employeur considère que l'exercice du droit de retrait par le salarié est abusif, peut-il exercer une réduction sur les salaires? La réponse est oui, dès lors que c'est un exercice abusif. Je vous ai mis des références de jurisprudence en la matière. Et puis, plus globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un salarié qui exerce son droit de retrait, avant d'aller sur la retenue sur salaire, peut-être qu'il faut privilégier le dialogue, la pédagogie, lui expliquer en quoi il n'est pas en danger. Je pense que ce qui est important pour vous sécuriser juridiquement en tant qu'employeur, c'est d'adresser une réponse écrite. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai procédé avec plusieurs de mes clients en la matière. Et puis, si en dépit de ce travail de pédagogie et des mesures que vous avez mises en place, le salarié continue à craindre pour sa santé, alors même que sa crainte, elle est fondée non pas sur ce qu'il vit au travail, mais sur le contexte actuel, peut-être qu'il faut trouver, imaginer des alternatives avec lui. Moi, j'ai un client qui a accordé un congé sans solde à un salarié qui était extrêmement anxieux, alors qu'il n'y avait aucune raison de l'être, puisque toutes les mesures de prévention sont mises en place dans cette entreprise qui continue à fonctionner. Là encore, c'est du cas par cas. Sur la santé, sécurité et les conditions de travail, je vous ai fait un slide que j'ai intitulé « Autre enjeu ». De par la question qui nous était posée, quid de la responsabilité de l'employeur dans cette crise en cas de Covid-19 ? Des enjeux et des risques, il y en a plein. Il y a l'accident du travail, il y a, mais à mon avis, ça va être compliqué de se voir reconnaître pour un salarié un accident du travail causé par le Covid-19. En revanche, va se poser la question de la maladie professionnelle. Autrement dit, le salarié qui considère qu'il a contracté et développé le Covid à l'occasion de son travail. À l'heure actuelle, le Covid, bien évidemment, il n'est pas prévu dans le tableau des maladies professionnelles, mais le ministre de la Santé a d'ores et déjà annoncé, et puis l'Académie nationale de médecine a communiqué il y a déjà quelques jours, quelques semaines en la matière, en considérant que pour les soignants notamment, il y aurait une reconnaissance quasi automatique, puisque dans les tableaux d'une maladie professionnelle à l'occasion du Covid. Pour les autres salariés, la difficulté sera de démontrer qu'ils ont contracté le Covid à l'occasion du travail et uniquement à l'occasion du travail. Et à ma connaissance, moi je ne suis pas médecin, mais à ma connaissance, à l'heure actuelle, on est incapable de répondre à cette question du moment précis où on l'a contracté. En tout état de cause, s'il y a des reconnaissances d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il va y avoir des incidences financières pour les entreprises, puisque les taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle vont augmenter.
Donc, ça veut dire un alourdissement de la masse salariale et des conséquences qui ne sont pas neutres. Autre enjeu, un salarié pourrait considérer, si l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures de protection nécessaires, qu'il y a une violation de l'obligation de sécurité et solliciter des dommages et intérêts à ce titre-là. Alors attention, on n'est plus en obligation de sécurité de résultat, c'est fini ça, on est dans une obligation de sécurité de moyens renforcés depuis un arrêt Air France qui date d'il y a quelques années en la matière. Et autrement dit, dès lors que l'employeur démontre qu'il a tout mis en place, le salarié ne peut pas valablement invoquer une violation d'obligation de sécurité. Potentiellement, le salarié peut également évoquer un préjudice d'anxiété, une responsabilité pénale, voire une faute inexcusable dès lors qu'aura été préalablement reconnue une maladie professionnelle ou un accident du travail. À ce stade, je ne peux que vous lister quelques risques et chacun d'entre eux nécessitera un développement beaucoup plus poussé, mais on n'en a pas le temps. En tout cas, le ministère communique, lui, de la façon suivante en disant que l'employeur qui a tout mis en œuvre et qui respecte les gestes barrières, notamment, il n'y a pas de raison que sa responsabilité pénale soit engagée. Et de toute façon, en la matière, c'est ni vous, ni moi, ni le ministère du Travail qui décidera, c'est le juge, puisque sur ces différents enjeux, tout comme sur le droit de retrait, celui qui a le dernier mot en la matière, c'est le juge. Pour en terminer sur cette thématique, quelles sont les recommandations dans le cadre d'une reprise du travail d'un salarié à l'issue d'un arrêt maladie diagnostiqué Covid-19? Je vous ai mis l'enjeu, à mon sens, c'est de protéger sans exclure ni discriminer. C'est-à-dire qu'il faut protéger ce salarié, il faut protéger les autres, les collègues de travail, mais il ne faut pas non plus qu'ils se sentent complètement mis à l'écart. Je pense que l'indispensable, c'est la visite de reprise auprès du médecin du travail. Et puis peut-être que pour ce salarié qui a été diagnostiqué Covid, au moins temporairement, on aménage ses conditions de travail, voire on le fait travailler en télétravail quand c'est possible, bien évidemment, ou imaginer d'autres modalités d'organisation. J'en termine sur l'exercice du droit disciplinaire pendant l'état d'urgence sanitaire. Alors, ce n'est peut-être pas vos préoccupations, mais on a eu quelques questions là-dessus. Donc, je vais aller très vite pour qu'il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. En fait, je ne les vois pas défiler, vos questions. J'ai juste un petit voyant où je vois que ça clignote. Question, quid des procédures disciplinaires pendant la période de confinement? Peut-on convoquer un salarié à un entretien préalable? Si oui, comment l'organiser? Peut-on convoquer un salarié en activité partielle totale à un entretien préalable? Alors, en fait, il y a une alternative qui s'offre à l'employeur de par une ordonnance qui date elle aussi du 25 mars dernier, mais ce n'est pas la même que celle des congés payés, où on a la possibilité soit de poursuivre ou d'engager les procédures disciplinaires, si je reviens à la question, soit de considérer que l'état d'urgence sanitaire suspend ou interrompt en fonction des cas, mais là, on rentre dans du technico-juridique, et ce qui me permet de ne pas exercer mon pouvoir disciplinaire tout de suite et de l'exercer plus tard. En tout cas, si vous engagez une procédure de licenciement ou si vous la poursuivez pendant la période qu'on connaît à l'heure actuelle, rien n'empêche d'organiser l'entretien préalable en physique, c'est possible, dès lors que vous respectez les gestes barrières. Il existe et que vous transmettez aux salariés l'attestation de déplacement professionnel. Il existe des alternatives. Vous pouvez faire, à mon sens, l'entretien préalable par visioconférence. Audioconférence, en revanche, ça me semble beaucoup plus discutable, mais visioconférence, ça me semble possible. Voire, comme ça a été admis pour les salariés malades par la jurisprudence, envoyer au salarié un courrier en lui exposant les motifs du licenciement envisagé, lui laisser un délai pour qu'il puisse vous répondre avant que vous de notifiez le licenciement. Est-ce qu'on peut convoquer un salarié en activité partielle à un entretien préalable? La réponse est oui, à mon sens. Donc, vos procédures, elles peuvent se poursuivre. Je pense qu'en fait, la réponse dépend du type de licenciement. Si c'est du disciplinaire, je pense qu'il ne faut pas trop attendre parce que c'est aussi une question de message que vous voulez faire passer au-delà de toutes ces considérations juridiques. Si c'est un licenciement pour inaptitude, vous avez tout intérêt à aller vite parce que je vous rappelle qu'au bout d'un mois, vous devez reprendre, suivant la déclaration d'inaptitude, vous devez reprendre le paiement des salaires. Et puis,
je ne l'ai pas développé ici, mais commence à se poser des questions sur la possibilité de licencier pour motif économique, le cas échéant à la sortie de la crise. La problématique est la suivante, c'est que tant que vous êtes en activité partielle, en chômage partiel, à mon sens, c'est un peu compliqué d'aller sur le terrain du licenciement pour motif économique. Lorsque vous allez en sortir, à l'heure actuelle, si je prends les critères définis par la loi, beaucoup d'entreprises pourraient en tout cas se placer sur ce terrain-là. Mais on commence déjà à entendre la petite musique de l'État qui nous dit que l'État a investi de manière très importante en soutenant les entreprises via le chômage partiel, en remboursant 100% des indemnités versées, qu'il ne s'agit pas de voir des vagues de licenciements économiques demain. Donc, il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, la loi soit modifiée en la matière. Et dès lors que les possibilités des entreprises en matière de licenciement économique seraient freinées, l'intérêt de se placer sur le terrain de la négociation collective, comme je vous le disais tout à l'heure, pour anticiper et prévoir d'autres modèles, me paraît d'autant plus accru. Dernier point, vraiment cette fois-ci, rupture conventionnelle. Attention si vous avez des ruptures conventionnelles qui sont en cours, puisque le délai d'homologation de 15 jours calendaires dont dispose l'administration pour homologuer ne court pas du fait du contexte que l'on connaît, et vous risquez de faire prendre effet vos ruptures conventionnelles sans fondement juridique. Alors, il y a des alternatives, je ne vais pas les détailler pour qu'il nous reste un quart d'heure d'échange, mais je voulais juste attirer votre attention sur ce point-là, et j'en ai terminé, et je vous remercie de m'avoir écouté pendant 1h45. Je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir vous retrouver ici. Franck, tu es là? Oui, j'ai remis mon masque et je te remercie énormément. Donc, comme j'avais dit à tout le monde, c'était un sujet très dense et passionnant. Donc, Johan, merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai noté quelques questions. Alors, effectivement, tu as dû voir passer. Ouais, ça clignote. Ça clignote depuis tout à l'heure. Donc, on va essayer de… ça va nous prendre quelques minutes puisque moi, j'ai noté 7 questions. D'accord. Si tu l'acceptes. Bien sûr, allez-y. Vas-y, je t'écoute. On va les reprendre dans l'ordre. Donc, la première question, c'était… alors, moi, ce que je vous propose, c'est que je pose la question telle qu'elle a été posée. Et la personne qui a posé la question prend la parole si elle souhaite apporter un élément complémentaire. OK. Donc, j'ai Mathieu, parce qu'en plus, moi, sur le PC, je n'ai pas forcément tous les noms ou tous les prénoms. Donc, OK. Donc, j'ai Mathieu qui me demandait, est-ce que l'indemnité complémentaire spontanée peut se faire pour une catégorie de salariés seulement, entre parenthèses cadre ou salaire, supérieur à 2 000 €? Et je pense que tu y as répondu. Alors, j'y ai répondu tout à l'heure. La réponse, à mon sens, est oui, à condition que vous passiez par un accord d'entreprise, parce que si vous êtes sur une simple décision unilatérale de l'employeur, vous risquez d'avoir un problème au regard du principe d'égalité de traitement. Voilà. Deuxième question. Alors, c'était pas de demande d'AP à faire et j'ai demandé plus de précision. Donc, pour ce type d'activité partielle liée à la garde d'enfants, devant strictement les mêmes démarches de consultation CSE, nous n'avons pas d'activité partielle dans notre entreprise. Et que se passe-t-il si le CSE dit non? Est-ce que les salariés reviennent travailler? Alors, il y a 2 questions dans la question. Quelles vont être les formalités? Est-ce qu'il va falloir que je fasse la même chose que pour du vrai chômage partiel? On ne connaît pas la réponse actuellement. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que le projet de loi de finances rectificatif avait été adopté cette nuit. C'est acté qu'on va avoir ce basculement au 1er mai, mais l'un des articles de cette loi nous dit que les modalités concrètes seront définies par décret. Donc, nous attendons encore un décret en la matière. Vraisemblablement, il faudra faire les mêmes démarches. En tout cas, c'est ce qu'avait l'air de dire la Direction générale du travail. Peut-être qu'ils vont simplifier les choses, mais je ne suis pas capable de vous répondre de manière certaine à l'heure actuelle. Deuxième question, si on doit être sur les mêmes démarches et donc une information de consultation du CSE, que se passe-t-il si le CSE refuse
Est-ce que les salariés sont obligés de revenir au travail? La réponse est non, puisque là, l'avis du CSE est simplement consultatif, il ne lie pas l'employeur et l'employeur ne sera pas obligé de suivre l'avis du CSE, sauf si cette mise en activité partielle des salariés ex-garde d'enfants s'accompagne d'une individualisation de l'activité partielle. Donc, vous voyez, là, on mixe les dispositifs où là, la question peut être plus délicate. Et est-ce que ça veut dire que le salarié doit revenir? La réponse est oui, s'il ne peut pas relever de l'activité partielle, de par le refus du CSE, hein, autrement dit, d'ailleurs c'est intéressant, s'il ne veut pas revenir au travail, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut qu'il prenne des congés? Est-ce qu'il faut prévoir autre chose? Là encore, ça va être du cas par cas. Très bien, merci. Donc, autre question. Question pour la mise en activité partielle individualisée des arrêts dérogatoires, donc garde d'enfants et fragiles. Est-ce que nous devons également négocier un accord ou avoir un avis conforme du CSE? La réponse est oui. Sachant que notre demande initiale d'activité partielle a été rejetée et que nous n'avons au final pas eu besoin de défendre cette décision, car notre activité n'est pas impactée par le Covid. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, à savoir qu'on ne connaît pas encore les modalités concrètes pour le basculement en AP au 1er mai prochain. Le fait qu'il y ait eu un refus au préalable pour d'autres motifs, à mon sens, ce n'est pas impactant. En revanche, dès lors que vous voulez individualiser, oui, il vous faudra soit un accord collectif, soit une DUE, une décision unilatérale de l'employeur, avec un avis conforme, c'est-à-dire un avis favorable du CSE. Mais j'ai le sentiment que la question est très, comment dirais-je, vise une situation particulière, donc en ne connaissant pas le contexte, c'est compliqué d'y répondre. Oui, on est d'accord. Pierre-Laurent qui nous disait « Quid de la perception des allocations de chômage partiel sur le lundi de Pentecôte, maintenant un jour férié, même s'il est travaillé. En principe, pas d'activité partielle sur un jour férié. » Alors, en principe, pas d'activité partielle sur un jour férié si le jour férié est habituellement chômé, c'est-à-dire non travaillé au sein de l'entreprise. Dans ce cas-là, si vos salariés ne travaillent pas habituellement, vous ne pouvez pas les placer en activité partielle et autrement dit, c'est à vous de supporter le coût de cette journée. En revanche, si tout ou partie des autres jours fériés sont habituellement travaillés au sein de votre entreprise, là, vous pouvez déclencher de l'activité partielle. C'est en tout cas la position de l'administration depuis 2013 en la matière. Néanmoins, en fonction des situations, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'un de mes clients il y a très peu de temps, la distinction qui est faite par l'administration ne colle pas en fonction des secteurs d'activité où quelquefois c'est travaillé, d'autres fois ça ne l'est pas en fonction des plannings, etc. Du coup, pour s'extraire de cette difficulté-là, il y a de la jurisprudence en la matière qui est assez ancienne, qui date des années 80. Je crois qu'on a 2 arrêts en 87, 2 arrêts en 88 qui nous permettent de raisonner autrement. Mais encore une fois, c'est à appliquer au cas par cas. D'accord. Madame Brevet qui nous demande, concernant les 6 jours de CP par accord, est-ce au total ou par période de CP? C'est au total. Au total, à partir du moment où vous enclenchez cet accord jusqu'au 31 décembre prochain. Elisa Mercier, pour une entreprise en activité, un respect des gestes barrières suffit-il pour organiser une réunion CSE? A priori, j'aurais tendance à dire que oui, un simple respect des gestes barrières et notamment, donc ça veut dire qu'on ne se salue pas en se touchant, ça veut dire qu'on respecte une distance d'au moins 1 mètre, voire 1,50 m. Après, ça va être une question de configuration des locaux. Est-ce que la pièce réservée aux réunions du CSE va vous permettre de respecter cette règle de distanciation? Est-ce que dans la pièce du CSE, il y a un lavabo avec du savon ou du gel hydroalcoolique pour que les gens se lavent les mains? Comment on fait pour accéder à la pièce? Autrement dit, si j'ai une porte avec une planche, ce qui est quand même le cas dans 99% des structures, est-ce que j'ai prévu quelque chose pour nettoyer la planche? Vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que nous devons consulter le CSE pour la mise à jour du document unique alors que nous n'avons pas été arrêtés?
nous ne sommes pas dans le cadre d'une reprise d'activité. À mon sens, oui, puisque que vous soyez en redémarrage d'activité ou que votre activité n'ait jamais cessé, il n'en reste pas moins que dans tous les cas, vous êtes confronté aux mêmes problématiques liées au Covid que les entreprises qui ont stoppé. Donc, à mon sens, pour celles qui continuent ou qui ont continué à fonctionner, il y a une mise à jour du document unique qui est impérative en la matière. D'accord. Un salarié avait-il la possibilité d'exercer son droit de retrait au début de l'épidémie quand l'entreprise n'avait pas suffisamment de masques nécessaires? Alors, Dans le secteur de la grande distribution notamment. Les masques en tant que tels ne font pas partie des gestes barrières. Je le disais tout à l'heure, on a un discours gouvernemental qui change, qui évolue. Mais initialement, on nous expliquait que le masque n'était pas nécessaire. Donc, si cette personne dans la grande distribution, c'était quelqu'un qui était sur la ligne de caisse, au-delà du fait d'avoir ou pas avoir un masque, si par exemple il y a un plexi, comme ça a été le cas dans beaucoup de supermarchés qui a été mis en place, à mon sens, ça ne justifiait pas l'exercice d'un droit de retrait. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment est-ce que le ou la salarié en question a motivé l'exercice de son droit de retrait et si on était dans l'impossibilité de fournir des masques à l'époque, qu'est-ce qu'on avait mis en place comme mesure alternative de prévention et de protection pour le salarié. Et c'est en fonction de la réponse à cette question qu'on pourra considérer que l'exercice du droit de retrait était ou non légitime. Ok, j'ai une autre question. Alors, sur le licenciement pour inaptitude, comment justifions-nous d'une recherche loyale de poste de reclassement en cette période? C'est vrai que c'est une difficulté puisqu'on doit faire des recherches de reclassement en interne et l'interne, c'est l'entreprise, mais également le groupe auquel on appartient, sachant qu'il y a une acceptation un peu particulière de ce qu'est un groupe de société en droit du travail en tout cas. La difficulté, c'est que si les autres entreprises du groupe ne fonctionnent pas, vous avez beau envoyer des courriers ou des mails, personne ne va vous répondre. Donc, il faut trouver un moyen pour qu'il y ait quelqu'un dans chacune des autres structures du groupe qui vous envoie un simple mail, le service RH ou le dirigeant lui-même, en fonction de la configuration, en vous disant qu'ils n'ont pas de poste et qu'ils en ont encore moins dans la mesure où ils sont arrêtés et touchés de plein fouet par le Covid. Ok. La fourniture d'un masque lavable par l'employeur l'oblige-t-il à prendre en charge les frais de lavage? La fourniture d'un masque lavable par l'employeur l'oblige-t-il à négocier une contrepartie à ce port d'uniforme obligatoire? C'est une très bonne question. Effectivement, le principe en la matière, c'est que quand j'oblige mon salarié à porter une tenue de travail, je dois en assurer soit moi-même l'entretien, soit si je fais supporter l'entretien par le salarié, je dois lui verser une contrepartie financière pour procéder à ce nettoyage. On va certainement avoir ce type de questions. Quand vous écoutez les recommandations au niveau sanitaire, on nous dit que le masque peut être nettoyé en le mettant dans de l'eau bouillante dans une casserole. Donc, bon, en termes de coût, je pense que c'est supportable pour les salariés, mais peut-être qu'on aura des discussions là-dessus. Et si il doit être versé quelque chose, je pense que ça sera une somme forfaitaire. Et à mon sens, au regard de ce que je vous disais tout de suite, ça sera une somme qui sera très modique. D'accord. Autre question, si le jour férié est payé car chômé, mais sur quelle base? Horaire normal de l'entreprise ou heure réduite due à l'AP? Horaire normal de l'entreprise, à mon sens. J'ai deux nouvelles questions qui se... Oui, je vois, ça clignote. Bonjour, pas de CSE, pas de DP. On souhaite faire et l'on fait de l'activité partielle individualisée, une DUE. Ça suffit. DU, décision unilatérale, pardon. Non, bah non, c'est pas possible puisque une DU, il vous faut un avis conforme du CSE. Alors, est-ce que la personne peut préciser, vous n'avez pas de CSE, pourquoi? Parce que vous avez un PV de carence ou parce que vous êtes moins de 11?
sais pas qui a posé la question. Je vais laisser la parole à la personne. N'ont pas encore fait les élections. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas justifier d'un procès-verbal de carence. Donc, à mon sens, il faut aller sur la voie de l'accord collectif. Sinon, vous risquez de vous voir reprocher d'être passé par une DUE sans passer devant le CSE. Et pourquoi vous n'êtes pas passé par le CSE? Parce que vous n'avez pas organisé les élections alors que vous auriez dû le faire. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quid des frais de dédommagement du salarié en télétravail? Alors, c'est aussi une dernière question. D'accord, c'est une question brûlante et d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la réforme de 2017, dans le Code du travail, a été supprimée la disposition légale qui, jusqu'alors, nous disait que l'employeur devait supporter les frais liés au télétravail. Premier point. Néanmoins, il reste un accord national interprofessionnel de 2005 qui est toujours en vigueur et qui, lui, prévoit cette prise en charge. Premier point. Deuxième point, au-delà du remboursement des frais exposés, et la jurisprudence nous dit de toute façon que l'employeur doit rembourser au salarié les frais professionnels qu'il expose pour les besoins de son activité, il existe également une autre jurisprudence qui nous dit que quand le salarié occupe son espace personnel à des fins professionnelles, je dois lui verser une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles lorsque je ne mets pas à sa disposition un local professionnel. Donc, il y a deux questions dans la question. S'agissant de l'indemnité d'occupation du domicile, on ne sait pas répondre vraiment à la question à l'heure actuelle parce que la jurisprudence nous dit que quand je mets un local professionnel à disposition du salarié, je n'ai pas à le verser. Or, aujourd'hui, la plupart des entreprises aimeraient bien mettre à disposition le local professionnel qu'est l'entreprise, mais on a une période de confinement. Il faut savoir que le ministère du Travail avait communiqué il y a quelques jours sur son site internet en expliquant qu'il fallait verser cette indemnité. Et puis, séance de rétropédalage, en catimini, la réponse à cette question a été supprimée. Il y en a beaucoup qui ont communiqué en la matière très largement en relayant cette information du ministère du Travail et en expliquant qu'il fallait verser cette indemnité. À mon sens, la question est loin d'être évidente et c'est un peu dommage qu'on ait eu cette diffusion d'informations. En revanche, sur l'autre aspect des frais professionnels, je pense que ça trouve à s'appliquer. Maintenant, il faut bien distinguer ce qu'on entend par des frais professionnels. Si le salarié a été obligé d'acheter des ramettes de papier, d'utiliser son imprimante personnelle, des choses comme ça, oui, à mon sens, il y a des frais professionnels à verser. Ça va être compliqué de raisonner salarié par salarié. On ne va pas regarder la liste de courses. Vous pouvez raisonner en forfaitaire. Il y a des barèmes URSSAF qui ont été admis en fin d'année dernière, au mois de décembre, en la matière. D'accord. On a encore quelques questions. Alors moi, ce que je propose à ceux qui ont envoyé les dernières questions, c'est plutôt de me les envoyer, puisque là, il est déjà 13h58, ça fait déjà 2 heures qu'on est sur ce webinaire. On en a plusieurs qui ont déjà quitté le webinaire. C'est plutôt de me les envoyer par mail, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc, je remercie tout le monde et je remercie surtout Johan pour le temps de préparation et puis ce webinaire passionnant qui nous a apporté énormément de réponses. On en avait vraiment besoin. Donc, merci à tous. J'espère vous retrouver très prochainement lors de nos prochains webinaires et on va vous envoyer le calendrier prévisionnel assez prochainement. Donc, voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous pour votre participation, m'avoir écouté. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos interrogations. Il y en a certainement d'autres qui vont émerger parce que les textes continuent à tomber. Le cas échéant, peut-être qu'on renouvellera l'expérience. Et puis, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir communication du support qui a été projeté, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci à tous. Excellente journée et portez-vous bien. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Merci Bonne journée. également. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.
Franck, tu m'entends? Oui, oui, je suis là. Tu veux qu'on s'appelle rapidement ou pas? Ouais, je t'appelle tout de suite. Ok. Tu veux que je t'appelle tout de suite ou tout à l'heure? Ce que je te propose, et là, je vais redescendre. Je t'appelle quand je suis en voiture, à moins que tu partes déjeuner, là. Ah non, 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 t'inquiète, tu peux m'appeler. Non, c'est bon? Ok, Appelle-moi quand je tu veux. t'appelle dans 5-10 minutes, hein. Pas de souci. Tout à l'heure. À tout à l'heure.